Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Martine Gerco, psychanalyste psychothérapeute, mais pas que, vous le verrez. C'est impressionnant de voir à quel point elle s'est formée à de nombreuses disciplines, dont la respiration holotropique, le sujet de ce jour. On va évidemment beaucoup en parler, elle va nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, qui l'a inventé, le lien avec le LSD, comment se passe une séance. Elle va également nous raconter sa première expérience avec ce type de respiration et comment cela a changé sa vie. Pour être honnête, c'est un épisode tellement riche et nous parlons de tellement de choses entre la psychologie transpersonnelle, la psychophanie, le sens qu'elle a donné après ses 2 agressions, les traces hypnésiques, mais également les sorties astrales, la vie après la mort, les médiums spirites et les divers états de conscience, que je ne vais pas en dire plus et je vais juste vous conseiller de vous mettre dans l'ambiance, réceptif, prêt à ouvrir grand vos écoutilles. Bonjour Martine. Bonsoir Léna. Merci beaucoup d'être là pour parler de ton livre « Une psy parle aux esprits » aux éditions Mama Éditions. Tu es psychologue clinicienne, psychanalyste psychothérapeute, tu le dis toi-même, tu as eu une formation classique, mais tu as fini par y trouver des limites. Il manquait des choses, c'était pas assez complet j'imagine pour toi. Tu t'es donc formée à diverses disciplines comme l'hypnose, la sophrologie, l'EMDR, mais aussi d'autres approches thérapeutiques holistiques aux États-Unis, moins connues en France, on va en parler. Tu as découvert de nouvelles disciplines comme le chamanisme et la respiration holotropique avec Stanislav Grof, psychiatre, chercheur, pionnier on peut dire. Avant que l'on parle un peu plus de lui, peux-tu nous expliquer ce qu'est la respiration holotropique, mais également comment toi ça t'a changé? Parce qu'il me semble que tu as vécu des expériences incroyables. Alors la respiration holotropique, c'est une respiration profonde, accélérée, intense, très dynamique, très motrice, et qui est accompagnée de musique suggestive, dynamique, et la conjonction des musiques et du souffle vont galvaniser l'expérience et nous permettre de nous rencontrer sur différents niveaux. La respiration holotropique, en fait, c'est une approche holistique global, holotropique, c'est-à-dire global, c'est holos, l'entièreté, et puis tropique, tripéine, se déplacer. Donc, à travers cette approche, dans le souffle, qui va ouvrir les portes de la perception, les portes de ton inconscient, tu vas pouvoir te rencontrer au niveau psychologique, psychodynamique, avoir accès à des expériences que tu as vécues, mais dont tu n'as plus la réminiscence. Et on sait que le sujet souffre de ce sur quoi il ne peut pas mettre de mots. Il souffre de ce dont il a oublié. Souvent, les gens nous disent, mais entre tel âge et tel âge, j'ai plus de souvenirs. Et quand on n'a pas accès à ce réservoir de mémoire, on ne peut pas soigner, on ne peut pas guérir. Donc, ça nous permet d'avoir accès à tout ce... Ça crée une hypermnésie, une hypermémoire, une hypermémorisation. Et l'accès à ces mémoires va nous permettre aussi de les prendre en charge, de les comprendre et, par-delà, de les guérir. Et puis, l'originalité de Grof, c'est d'avoir, à travers le souffle, créé une nouvelle cartographie de la psyché. En fait, ce n'est pas à partir du souffle, c'est à partir du travail avec le LSD. La respiration holotropique, en fait, elle remplace le LSD. Grof a été le créateur des thérapies psycholytiques, des thérapies psychédéliques sous LSD. Et il a commencé ses recherches à Prague. C'est un chercheur américain, un médecin, un psychiatre, psychanalyste d'origine tchèque. Et il a quitté la Tchécoslovaquie dans les années 60, 65 à peu près. Après son travail avec le LSD. Donc un jour, je te raconte l'histoire. Bah vas-y, c'était une de mes questions futures, donc ça tombe très bien. Je voulais parler de Stanislav un peu. Comment il a eu accès au LSD? Il était psychiatre chef, chef de service à l'hôpital Saint-Charles à Prague. Et un jour, il reçoit une caisse de LSD du créateur de la molécule, qui était Albert Hofmann. Et Hofmann, qui deviendra un ami très proche de Grof, lui demande de proposer le LSD à ses patients, mais Stan, on l'appelle Stan, ses proches l'appellent Stan, n'a pas voulu, si tu veux, le proposer ou l'injecter à des patients sans l'avoir expérimenté sur lui-même. Et un bon praticien ne va jamais proposer une approche psychothérapeutique à un patient sans l'avoir travaillé et exercé sur lui. Oui, qu'il ne connaît pas, bien sûr. Donc, pendant plusieurs mois,
il s'est injecté du LSD par voie intraveineuse et il a pris note de toutes les expériences qu'il a eues. Et il a pu avoir accès à des mémoires extrêmement archaïques, à des mémoires utérines, donc c'est-à-dire mémoire pendant sa gestation. Et quand il a comparé les expériences qu'il avait vécues in utero, sans en avoir jamais entendu parler par sa mère, tu vois, le bébé in utero, il est complètement poreux, complètement perméable à tout ce que vit la mère. Donc, il avait pu sentir les peines, les chagrins, les deuils, les problèmes familiaux que vivait sa mère. Et quand il a comparé, il a dit à sa mère, voilà ce que j'ai vécu, et tout était juste. Et Hmm. c'était tellement juste, et sa mère a tellement été interloquée qu'elle a pris elle-même du LSD. Wouhou! Et après, quand Groff a créé la respiration holotropique, il a formé sa mère aussi. C'était une femme extraordinaire. Voilà. Donc, ça, si tu veux, ces expériences, le LSD, hein, dans la réalité quotidienne, dans la réalité existentielle, en état ordinaire de conscience, corroborait ce qu'il vivait en état d'expansion de conscience, parce que le LSD, comme la respiration holotropique, ça crée une expansion de la conscience. C'est-à-dire qu'on n'est plus limité, on n'est plus ligaturé par la censure du mental, mais au contraire, il y a une espèce de liberté, hein, d'ouverture qui fait qu'il y a plein d'informations qui surgissent. Hmm. Et c'est ça qui est fascinant. Et donc c'est ça la respiration holotropique. Donc le souffle est accompagné par des musiques. Le souffle peut créer aussi des tétanies, hein, des rigidifications des membres. Et à ce moment-là, ces rigidifications, elles viennent se localiser dans des zones corporelles qui sont très symboliques, hein, de l'histoire de la personne. Et à ce moment-là, le thérapeute va exercer des pressions sur les tensions musculaires. Et ces pressions vont libérer l'énergie qui était emprisonnée, qui était encapsulée dans le corps. Donc, il est important que le psychothérapeute soit vraiment très bien formé à cette approche. Parce que je vois, il y a des groupes sauvages les week-ends, des gens qui se disent, sans aucun contrôle, ah bon, on va essayer là, le breathwork. D'abord là, c'est pour l'autopic breathwork. Mais attends, on ne peut pas jouer aux apprentis sorciers, ça demande vraiment un apprentissage. Mhm. Et puis aussi, savoir que la respiration holotropique, elle n'est pas suggérée, elle n'est pas conseillée à tout le monde, il y a des contre-indications. Donc, c'est tout à fait fascinant comme approche. Et l'expérience dure à peu près 3 heures, hein. Le patient est allongé sur un matelas, les yeux bandés. Hein, les yeux bandés, ça symbolise la nuit utérine. Et il est accompagné d'un ce qu'on appelle un sitter, Ouais. quelqu'un qui va rester avec lui pendant toute la durée de l'expérience. Et l'expérience donc dure à peu près 3 heures. Et il y a 4 moments musicaux essentiels. Hein, on commence quand on est dans l'hyperventilation, hein, dans cette précipitation respiratoire. Donc on met des musiques des musiques de la terre, hein, des musiques très pulsionnelles, qui évoquent le mouvement, le feu, la dynamique, la dynamite aussi. Et puis ensuite, 3/4 d'heure après, une fois que l'énergie dans le groupe et l'énergie est montée dans la personne, on va mettre des musiques plus larges, plus panoramiques, hein, qui ont trait au drame humain, au pathétique, euh, à la condition humaine, Ouais, dans ouais, ouais. sa trajectoire. Hein. Et puis ensuite, après le combat, on va mettre des musiques ascensionnelles, des musiques spirituelles, des musiques religieuses. Moi, je suis musicothérapeute aussi, donc le choix des musiques pour moi est essentiel. Et je ne mets que des musiques que j'aime et j'essaie toujours de mettre, parce que j'ai des personnes qui reviennent, hein, qui suivent, euh, qui viennent depuis longtemps. Hmm. Donc c'est toujours important que les patients, que les participants ne puissent pas se familiariser avec les musiques, parce que sinon ils vont se familiariser avec les expériences précédentes. Exactement, Donc ouais. l'important, c'est vraiment d'être surpris Hmm. Ouais, et bien sûr. d'accepter l'imprévu et l'inattendu. Et ensuite, une fois que l'expérience est terminée, on demande aux patients, aux participants, de dessiner un mandala. Donc, vous avez des cercles. Hein. Le cercle, c'est aussi le ventre de la mer, hein, c'est la lune, c'est le cosmos, c'est le soleil. Le cercle, c'est un paramètre important, hein, sur le plan mythologique. Et on demande à la personne de traduire son expérience. C'est pas la peine de savoir dessiner ou peindre, c'est se laisser aller et on peut même dessiner ou peindre les yeux fermés. Puis ensuite, il y a un moment de parole et l'intégration verbale, elle est très très importante pour pouvoir mettre en ordre ce qui aura été vécu à un niveau émotionnel. Parce que quand on est observateur
et que l'on assiste de loin. J'ai beaucoup de psys qui sont venus observer, qui sont venus se former aussi. Et on a l'impression d'être dans un hôpital de campagne ou bien d'être dans un asile d'aliénés. Voilà, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette libération psycho-émotionnelle, corporelle aussi, qui permet d'aller loin dans l'expérience, mais ce qui permet d'aller loin aussi, c'est la sécurité du cadre. C'est-à-dire que les praticiens soient très bien formés, pas des formations à la petite semaine, primordial, et qu'ils aient surtout aussi une connaissance, une formation psychopathologique, parce que quand quelqu'un vient te voir, t'envoie un téléphone pour faire un séminaire, il faut avoir un entretien avec lui avant de l'inscrire pour voir s'il n'y a pas de contre-indication. Moi, je ne prends pas de gens qui ont... Les contre-indications, ce sont les problèmes psychiatriques, l'épilepsie, les psychoses, les états limites, et puis aussi les problèmes médicaux, comme les problèmes coronariens, cardiovasculaires, le glaucome. Une femme enceinte, c'est évident qu'on ne va pas la prendre dans un groupe, parce qu'il y a des risques. Voilà. Et puis, de préférence, des gens qui ont fait un travail sur eux, qui soient solides. Donc, je n'accepte jamais de personnes qui s'inscrivent sur Internet, ou bien si je reçois un chèque, parce qu'il peut y avoir des inscriptions qui se font spontanément, j'appelle toujours la personne. Et ça m'est arrivé, après un entretien téléphonique, de renvoyer le chèque parce que la personne n'était pas suffisamment ancrée en elle-même pour pouvoir vivre cette expérience. Alors, c'est une expérience qui est extrêmement forte, et pour moi, ça a été l'inspiration nootropique, mais un des éléments essentiels de ma vie. Raconte-nous ton expérience, parce qu'effectivement, c'était incroyable, ce que tu dis. D'accord. Ma première expérience holotropique, ça a été absolument extraordinaire, parce que j'ai vécu une expérience lumineuse, c'est-à-dire une expérience spirituelle, transpersonnelle. Transpersonnelle, c'est ce qui va au-delà de la personne, au-delà de l'ego. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, j'étais allongée sur mon matelas et je respire. C'est difficile de respirer. C'est complètement. Long, c'est long, c'est vraiment désagréable. Et moi, très vite, dès que je commençais à respirer, à m'hyperventiler, très vite, il y avait une danse qui commençait à se faire en moi. Pour moi, la danse, c'est très, très important. Et j'ai commencé à danser. J'étais une divinité solaire. Et mes mains, j'avais plus de poids. Mon corps était totalement aérien et je pouvais en faire ce que je voulais. Mais je sentais bien que ce n'est pas moi qui organisais le mouvement. J'étais animée. C'est comme lorsque je peins, c'est pas moi. Mon corps, ma main deviennent l'instrument de quelque chose qui me dépasse. Et là, c'était pareil. Ça dansait à travers moi. Et d'un seul coup, je me suis retrouvée dans l'univers, mais en même temps, j'étais sur mon matelas. C'est-à-dire que ma conscience s'était délocalisée de mon corps. Mais c'était une sortie astrale. C'était une sortie astrale. Mais on en parlera aussi après. Je ne savais pas ce que c'était. Bien sûr, oui, je sais, ouais, je me doute bien. Mais en même temps, j'ai donc... je ne sais plus si je m'étais réallongée, si j'étais toujours en train de danser. Là, je ne sais plus. Peut-être que je m'étais rallongée. Et mon mental, parce que quand on est en état d'expansion de conscience, il y a toujours quelque chose de l'ordre de cette réalité qui opère. Même quand on prend de l'ayahuasca ou du LSD, il y a toujours une partie de toi qui est consciente. Complètement. Tu en as pris ? Non, mais moi j'ai fait des sorties astrales plusieurs fois et effectivement j'étais même plus que consciente en fait, en tout cas surtout la première fois. Je savais juste pas ce qui m'arrivait parce que moi je n'étais pas du tout dans l'énergie, je lisais pas de bouquins dans ce genre-là, donc c'était vraiment par surprise. Et voilà, et effectivement moi je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à vibrer comme si j'étais sous un avion. Mais d'abord j'ai entendu de l'eau. D'abord c'était comme une cascade en fait pendant longtemps, pendant 2 heures ça durait avant de m'endormir. Et puis en fait, voilà, j'ai vu une espèce j'ai été transportée dans diverses dimensions, donc la géométrie sacrée. Mais pareil, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Vraiment, je passais et après il y a une lumière blanche pure là qui faisait, je sais pas, 360 degrés. J'ai l'impression que je pouvais voir partout. Et mes mains ont été attirées vers la lumière blanche, ensuite mes pieds. Et après, j'ai voulu réveiller mon chéri pour lui dire mais il se passe un truc de fou et je n'ai pas pu le toucher. Et en fait, après, du coup, c'était de quoi ?
On ne peut pas on peut pas toucher. Non, bah non, bien sûr, parce que c'était pas mon corps physique. Tout à fait, absolument. Mais voilà, mais c'est effectivement, et je me souviens juste de la phrase que je me suis dite avant. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit, j'aimerais que mon âme prenne le dessus de mon mental. J'ai juste dit cette phrase-là, je ne sais pas pourquoi. Bon, j'étais dans un moment assez difficile voilà, je sais pas, je me suis dit ça, je ne sais même pas, je pourrais pas l'expliquer, mais c'était formidable. Et effectivement, à partir de là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et j'en ai refait plusieurs fois. Donc c'était hyper intéressant et ça m'a complètement ouvert. Moi, je le prends comme si l'univers m'avait dit, tu vas voir, il y a plus que ce que tu crois, parce que j'étais très fermée dans mes croyances, dans tout, et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur la spiritualité, sur le travail en moi, enfin sur plein de choses. Donc rien n'arrive par hasard. Mais du coup, oui, c'est intéressant d'en parler avec toi parce que bah, tu peux pas en parler à tout le monde à la base. Et moi, je trouve ça dommage parce que finalement, on a tous les mêmes symptômes. Les bouquins décrivent les mêmes symptômes de toutes les langues, de toutes les origines. Et c'est important pour moi de parler de conscience. Et c'est pour ça que cet épisode aussi est important parce que tu es une grande connaisseuse des états de conscience. Donc, je suis sur mon matelas et je me demande, mais qui suis-je? Et je n'avais pas de réponse. Et je flottais, enfin, je sentais plus du tout mon Ouais. corps. Mais en même temps, je pouvais poser la question. Et puis, j'ai, je suis revenue dans mon corps. Tu sais, quand tu reviens dans ton corps, la conscience revient. Elle a du mal, il faut qu'elle se positionne dans le corps. Enfin, quand le corps astral revient, corps éthérique, le corps éthérique revient dans le corps physique, ben, c'est compliqué. Tu as l'impression de t'ajuster à une gaine ou à un gant. Et puis, sans que je le décide, je me suis retrouvée dans la position du lotus en yoga. Donc, j'ai fait beaucoup de yoga, mais j'ai toujours été incapable de prendre la position du lotus. Et là, je suis restée impeccablement droite, les jambes en lotus, les jambes bien écartées, les genoux bien écartés. Et pendant toute la durée d'un mantra, je m'en souviendrai toute ma vie, de Baba Muktananda, et le mantra, c'était Om Namah Shivaya. Et puis le mantra s'est arrêté, la thérapeute a arrêté le mantra, et c'était incroyable. Et alors tu es dans la respiration holotropique, dans un même état qu'avec le LSD, c'est-à-dire que quand tu es vraiment dans l'expérience, tu ressens ton corps de façon différente, comme avec le LSD ou avec le MDMA, l'ecstasy. Je connais très bien le MDMA. Et ton corps devient extrêmement fluide, extrêmement élastique, comme une liane. On n'est plus censuré par le poids. Hein. Et c'était extraordinaire. Et au sortir de cette expérience, pendant plusieurs jours, j'en ai gardé la nostalgie. Ouais. Et j'ai su que c'était le point de départ de mon aventure américaine. Mmh. Ouais. Et que c'était mon approche, en fait. Et donc, je suis partie aux États-Unis, me former auprès de Groff. Et tu dis d'ailleurs que cette rencontre a été très importante pour toi. En 92, c'est ça? Non, c'est en 92 que j'ai eu mon diplôme, enfin mon diplôme, ma certification. Hein. D'accord. Donc, en 89. En 89, j'ai commencé. Ouais. Donc, je ne dirai pas mon âge, mais si on lit mon livre, on connaîtra. Donc, j'étais jeune, hein, j'étais psy très jeune, en fait. Ouais. Et tu dis que tu avais l'impression de le connaître, c'est ça? Ah oui, oui, je me souviens quand je l'ai vu de loin. Alors déjà, j'avais l'impression, enfin, quand j'étais jeune analyste, un jour, je reçois un flyer annonçant un séminaire avec un psychiatre américain dont j'avais jamais entendu parler. C'était en anglais, qui s'appelait Stanislas Grof. Et quand j'ai vu les 4 lettres GROF, je savais que je le connaissais. Moi, j'étais dans un milieu psychanalytique très classique, même si j'étais pas classique, mais je savais qu'il fallait que j'en passe par quelque chose de très structurant avant de pouvoir m'élancer. Et donc, le séminaire, le stage, le séminaire s'appelait Death and Rebirth, mort et renaissance. Moi, comme je suis Verseau Scorpion, le Scorpion, c'est les transformations multiples, c'est la décomposition, puis la renaissance. Et j'avais très envie de le faire, mais je sentais que c'était pas le moment, que c'était trop tôt. Donc, j'ai mis de côté. Et puis, quelques années après, c'est écrit dans mon livre, j'étais à c'est fou les clins d'œil que tu envoies à l'univers. J'étais à une foire, pas une foire, une brocante à l'Île-sur-la-Sorgue. Mon deuxième enfant venait de naître. Et puis à l'époque, j'aimais bien les livres anciens, les livres reliés en cuir. Je trouvais ça beau. Et je ne les lisais pas nécessairement, je ne les lisais pas, les livres anciens du 18e, je ne les lisais pas, mais je trouvais ça joli. J'aimais bien l'odeur du papier, la texture. Bien sûr. Le seul livre contemporain
qui régnait, il régnait, hein, parmi tous ces livres anciens, c'était Psychologie transpersonnelle de Stanislas Grof. Et Encore un coucou de l'univers. c'était peut-être juste après cet épisode que j'ai cité précédemment. Et je l'ai ouvert, le bouquin, je l'ai trouvé très ennuyeux. Enfin, je trouvais ça lénifiant, pontifiant, théorique, ça m'emmerdait. Ouais. Mais il est resté à mon chevet pendant très longtemps, jusqu'au moment où, quand ça a été le moment, bon, un soir, je faisais partie de l'équipe de recherche de Jans, hein, autour des EMI, à l'époque on disait NDE, hein, les Near Death Experience. Puis un soir, j'ai vu un autre petit flyer annonçant un groupe de respiration holotropique animé par Brigitte Schauer, qui est une thérapeute allemande formée par Grof, qui est devenue sa femme d'ailleurs il y a 4 ans, à la suite du décès de Christina, son ex, enfin sa femme qui est morte. Et là, j'ai vécu cette expérience et j'ai su que j'avais trouvé mon outil thérapeutique. Ouais, ouais. Je me rendais compte pas des insuffisances, mais des limites aussi de la psychanalyse qui me passionnait. Et je savais qu'à partir de ma propre expérience, je pouvais aider mes patients à aller plus loin. Mais pour ça, il fallait que je me forme et que d'abord, je vive les expériences en tant que patiente. Exactement. Tu ne Ouais, peux pas emmener tes patients vers des terres que toi-même, tu n'as pas explorées. complètement. Ça paraît complètement logique, bien sûr. Bien sûr. Sinon, c'est de l'imposture, en fait. Et je pense à ça, tout à l'heure tu parlais de Stanislav et tu nous disais qu'il avait arrêté, enfin il a arrêté le LSD, hein, et donc du coup il a utilisé la respiration contrôlée hyperventilée. Pourquoi il a arrêté le LSD? Alors, quand le gouvernement américain a eu vent de toutes ces recherches autour du LSD, parce il a beaucoup produit, il a beaucoup écrit autour de ce travail, dans tout le monde occidental. À l'époque, il était à Prague, hein, dans un pays communiste. Donc, ses recherches avec le LSD, très vite, ont été limitées, hein, du fait du régime. Donc, quand les États-Unis ont eu vent de ses expériences, de son travail, de ses recherches, il a été invité à donner des cours dans plusieurs grandes universités américaines. Et puis, après très peu de temps, le gouvernement américain l'a invité à résider, à émigrer. Donc, et il est devenu chief resident, psychiatre chef à Baltimore. Je crois que c'était au Maryland Institute. Et puis là, il a pu continuer ses recherches avec le LSD. Quand il donnait du LSD à un patient, le patient était sous tutelle, si je puis dire. Il était accompagné pendant 2 jours ou 3 jours, c'est-à-dire qu'on ne le laissait pas partir dans la nature au bout de 13 heures. Ouais. Un voyage, ça dure à peu près 12-13 heures. Puis après, il y a la descente, mais il peut y avoir aussi la remontée. Donc, il faut qu'il y ait une grande vigilance pour le patient afin qu'il Il soit pas au milieu de la rue en train de... ne se prenne pas pour un oiseau et qu'il se balance du balcon. Exactement, ouais. Donc, il faut vraiment une grande vigilance parce qu'il y a ce qu'on appelle les après-coups. Ouais. Tu vois. Donc, et puis, le LSD a été interdit dans les années 70 quand il a commencé à être utilisé de façon sauvage, non respectueuse. Parce que le LSD, ce n'est pas une substance addictive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assuétude, il n'y a pas d'accoutumance au LSD. Ouais. Ce n'est pas une substance addictive. Substance psychédélique, ça veut dire substance qui est activatrice de la psyché. C'est-à-dire ça ouvre. Mais ça n'est pas une substance addictive. Mais il ne faut pas que tu la prennes tout seul ou toute seule. Parce que tu as besoin vraiment d'être guidé. Parce que ça peut créer aussi des instances paranoïaques aussi, des dissociations. Hein. Grof disait que le LSD, en fait, ça crée une psychose expérimentale. Enfin, ça peut créer une psychose expérimentale. Donc, tu as intérêt à être accompagné par quelqu'un qui connaisse bien tout ça. Complètement. Et moi, quand je vivais mes expériences aux États-Unis, parce que bon, évidemment, j'ai pris tout ça, c'était toujours sous contrôle. Je n'ai jamais pris de substance toute seule. Et malheureusement, à l'époque, en France, c'était très fermé. Donc, quand je revenais en France et que je racontais à mon psychanalyste mes expériences, il m'écoutait avec beaucoup de bienveillance, mais il ne pouvait pas m'aider. Et quand je lui parlais de financeur du corps, bon, il savait très bien que j'étais complètement fonctionnelle, hein, et que ce n'était pas du délire, parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a des différences entre des expériences spirituelles, des sorties hors du corps, de la clairaudience,
Et puis des patients qui entendent des voix et puis qui vont agir les voix qu'ils entendent. Ouais, Tu vois, complètement. Ouais. voilà. Donc, bon, mon psy savait que j'étais pas dissociée, mais il comprenait pas. Donc régulièrement, comme j'allais aux États-Unis régulièrement, ben, je pouvais parler à Stan de mes expériences, ou bien lui écrire. Et il y avait, on était, notre groupe de formation était un groupe de soutien très, 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 très important. Ouais, ouais. Les Américains, ils sont tellement plus ouverts que les Français. Ah À bah l'époque, ça. on était très fermé en France. Quand mes confrères psychanalystes ont appris que je me formais à tout ça, bah, ça m'a regardé comme si j'étais une allumée. Alors je savais très bien que je n'étais pas une allumée, hein. Ah bien Euh, sûr, il devait être choqué, ouais, bien mais sûr. je trouve que c'est important. Je me rendais compte que notre société avait tellement évolué qu'on ne pouvait plus pratiquer la psychanalyse telle que Freud la pratiquait au début du XXe siècle. C'était pas possible. Les demandes étaient différentes, les souffrances étaient différentes. Et voilà, et le psy doit pouvoir évoluer avec la société, mais je demeure persuadée que la psychanalyse, c'est un fabuleux outil de connaissance de soi et que pour un psy, pour un psychothérapeute, avoir été analysé, ça te permet d'avoir une écoute beaucoup plus fine de l'inconscient de l'autre. Et je vois avec toute cette efflorescence d'approches enfin, d'approches spirituelles, chamaniques, ésotériques, attends, ça crée un désordre, une confusion mentale terrible. Et là, je me dis mais que c'est vraiment essentiel de revenir aux fondamentaux, en fait. Ouais. Et après avoir pris un peu quelques distances avec la psychanalyse, parce que ça c'était un peu théorique, et puis, mais je me dis mais que c'est un outil extraordinaire et que le psychanalyste, c'est le chaman de la société occidentale. Parce qu'on travaille avec de l'invisible, l'inconscient, Mm. il est pas palpable. On en parle, mais on ne le voit pas. Et le chaman, ben, il travaille dans la nuit, hein, c'est celui qui voit dans la nuit. Et le psychanalyste, c'est celui qui voit dans la nuit du patient. L'inconscient, c'est la nuit noire, hein. Ouais. Aller explorer les profondeurs de son inconscient, c'est aller explorer notre monde abyssal, nos profondeurs. Et le chaman, hein, il va aller explorer, hein, il va partir dans la nuit, hein, à la recherche des fragments d'âme de son patient. Bon, on ne va pas parler de chamanisme là maintenant, mais c'est ça. Mm, mm. Et on Ouais. ne peut pas, je répète, hein, quitte à m'attirer les foudres de certains, mais on ne peut pas pratiquer le chamanisme ici en Europe comme on le pratique dans les peuples premiers ou comme on le pratique en Mongolie. Bah ça va de soi, enfin je suis complètement d'accord avec toi. Et puis maintenant, effectivement, on part en week-end et ça y est, on est chaman, donc bon, c'est un petit peu... C'est Et puis une par contre, on va imposture. retourner avec son ordinateur. Oui, non, c'est sûr, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même chose, ouais, bien sûr. C'est une imposture. Alors au moins, le bon côté, c'est qu'il y a une ouverture, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut toujours se méfier et adapter aussi à son, voilà, son éducation et à sa société, à soi, quoi. Il y a un grand, grand ménage à faire, hein. Ouais. Je voudrais vite fait là, que tu nous racontes un petit peu ce qu'est la psychologie transpersonnelle, parce que tu en as abordé tout à l'heure un petit peu en lisant le bouquin. Je crois d'ailleurs que Stanislas, il a cofondé ça avec Maslow, hein, c'est ça? Avec Maslow et Viktor Frankl. La psychologie transpersonnelle, c'est un terme qui a été créé par Jung. C'est Uber, je ne suis pas jamaniste, Uber Persönlich, excusez pour la prononciation, qui va au-delà de la personne. C'est-à-dire qu'on n'est pas limité par les couches du moi. C'est-à-dire que ça prend, je veux dire, la psychanalyse, c'est vrai qu'elle s'adresse à la cave. Donc, certains disent aux couches inférieures, non, hein, mais à l'inconscient uniquement. Et la psychologie transpersonnelle, en fait, c'est la psychologie analytique de Jung. Elle s'adresse non seulement à l'inconscient personnel, mais aussi à l'inconscient collectif. Ok. Hein, pour les Freudiens, il n'y a pas d'inconscient collectif. Je me souviens un jour, je participais sur un plateau et j'ai entendu un analyste fameux, un psychanalyste fameux qui était le gendre d'un grand ponte, une grande figure de la psychanalyse française. Et il disait, l'inconscient collectif, ça n'existe pas. Mais c'est absurde Oui. de dire ça. Tu vois, c'est important de pouvoir utiliser, de créer des passerelles. Tu vois, moi, j'étais freudienne. Puis ensuite, j'ai découvert avec la respiration holotropique la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire la psychologie de Jung.
et j'ai créé des passerelles, mais il n'en meurt pas moins qu'il est important de créer un cadre pour le patient, qui est un cadre sécurisant. Et l'outil freudien, pour moi, est un outil majeur. Et que dans la psychologie transpersonnelle, il faut aussi créer un cadre. C'est pas parce qu'on travaille à des niveaux spirituels qu'il faut tout autoriser et qu'il faut être laxiste. Tu vois, Mm. c'est vraiment important d'être très rigoureux dans l'approche. Donc la psychologie transpersonnelle, c'est celle qui s'adresse au niveau spirituel de l'homme. D'accord. Et donc la respiration Prend, holotropique, prend ça nous permet d'atteindre cela. l'aspect psychologique aussi, hein. Mm. La respiration holotropique, elle prend en compte l'aspect psychologique, hein, dans ce que j'expliquais tout à l'heure au début, c'est l'aspect psychodynamique, mais également l'aspect transpersonnel qui dépasse les couches du moi, puisque en état d'ouverture de conscience, en état de conscience élargie, on va pouvoir avoir accès à des archétypes, on peut se mettre à parler des langues qu'on n'a jamais étudiées. Mais ce que tu parles, c'est juste, c'est une vraie langue, c'est pas annonné, c'est pas une langue que tu crées de toutes pièces. Parce que je pense qu'à ce moment-là, tu es Connecté? heureux, tu es connecté ce qu'on appelle les champs quantiques ou les annales akashiques ou Ouais. l'inconscient collectif ou je sais pas, il y a tout un réservoir autour de nous, hein. Et c'est la même chose lorsque tu as un patient qui est avec toi dans ton cabinet. Parfois, tu sais ce qu'il va dire avant qu'il ne dise la phrase. Tu vois? Ouais. Évidemment, peut-être. Voilà. Mais si on est ouvert, s'il y a cette porosité psychique à l'autre, ben, on reçoit des informations. Bien sûr, mais complètement. Pour ça, il faut déjà être connecté à soi et puis et à son Oui, intuition, bien sûr. oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Et pour être connecté à notre intuition et pour ne pas être dans la confusion avec le patient et être sûr que ce sont des intuitions qui les concernent lui et pas nous, hein, il faut avoir sacrément fait un travail de déblayage, hein, parce que ce que Winnicott, un psychanalyste anglais que j'adore, disait constant cleaning, c'est-à-dire un nettoyage, cleaning ou cleansing, un nettoyage constant sur soi. C'est comme les pelures, les peaux d'un oignon que tu vas, Voilà, ouais. enlever les peaux. C'est ça le travail sur soi. Ah, il y en a des couches d'oignons, hein, dis donc! Ouh là Toujours, là! attends, le travail n'est jamais terminé. Exactement, c'est un travail d'une vie, mais c'est très Ah beau. oui, ah oui. C'est ça qui fait que la vie est intéressante aussi, justement. Mais je me demandais pourquoi le fait de revivre certains moments traumatisants, en tout cas je pense que certaines personnes vont se demander, pourquoi le fait de revivre certains moments traumatisants, ça peut nous aider à guérir. Parce que tu sais, il y a des personnes qui veulent enterrer ça finalement. Le- c'est important parce que souvent les gens, ce que je disais tout à l'heure, les gens vont te dire, mais entre tel âge et tel âge, j'ai pas de souvenir. Mais pourquoi la personne n'a pas de souvenir? C'est parce qu'il y a une amnésie post-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui a été douloureux, traumatique, dont la personne ne se souvient pas. Mais il est tout le temps là et il continue d'opérer à l'intérieur de la personne. Ils parlent nulle Et- part. mais donc la personne a des symptômes, elle ne sait pas ce qui se passe, je suis pas bien, j'arrive pas à rencontrer d'homme, ou chaque fois que j'ai une relation avec un homme, je saigne, ou bien rien. Bon. Et quand on arrive, pourquoi à l'origine du symptôme, ben, la personne va réaliser qu'elle n'est plus en danger, mais qu'elle a une blessure à soigner. Et qu'une fois que cette blessure aura été soignée et guérie, à ce moment-là, ça donnera de l'espace pour autre chose. C'est poser, c'est pour ça l'importance de la verbalisation, c'est important. Poser des mots MOTS sur les mots MAUX. Mm. Parce que sinon, il y aura toujours des parties manquantes chez l'individu. Mais pourquoi je me souviens pas? Tu vois? Ah non, c'est assez marrant parce que je- Pourquoi le patient, enfin le patient, c'est des hommes qui ont été violés aussi, hein. Pourquoi il y a des hommes et des femmes qui ont une sexualité extrêmement pauvre, terrible, frileuse, non exprimée, et terrifiée par la sexualité et par l'acte lui-même. C'est parce qu'il y a eu un abus, mais ils ne savent pas. ouais. Et ce qui est important, c'est de savoir, parce qu'on a peur parfois de revivre un traumatisme. Tu vois, avec le MDR, on peut revivre des traumatismes et s'en guérir. C'est savoir que ce traumatisme que tu vas revivre, tu vas le revivre, il n'est plus, tu vas pas le vivre maintenant, il est terminé. Ça appartient au passé. Mais que ce passé agit en toi comme une présence fantomatique dont tu dois te libérer, tu vois, qui occupe trop d'espace inconscient à l'intérieur de toi, qui s'exprime
via les symptômes. Est-ce que c'est clair tout ça? Ouais, justement, j'étais en train de me dire, quand on a des périodes comme ça où on ne se souvient plus, parce que c'était des énormes challenges dans notre vie, j'imagine que la respiration holotropique, elle peut vraiment nous aider à aller en profondeur dans ces événements-là, à retrouver ces souvenirs pour les ressentir, pour les digérer. Alors, si la personne est prête, parce que d'abord, il est important que la personne soit très impliquée dans l'expérience, c'est-à-dire qu'elle respire profondément, enfin ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et qu'il y ait une adhésion d'elle-même à l'expérience. Parce que tu as des gens qui disent, ah, je viens parce que je veux absolument respirer, revivre telle expérience, ou je veux avoir des souvenirs. Mais ton inconscient, Il est intelligent. il est intelligent, et il va t'amener peut-être dans quelque chose de complètement différent de l'expectative que tu avais en venant dans le groupe. Mm. Donc je dis toujours aux gens, n'ayez aucune expectative, voilà. Laissez l'inconscient faire son travail. Groff dit, il y a en anglais des inner healing guide, il y a un maître de guérison intérieure, et c'est lui qui sait. Ouais. Et nous, j'aime bien ce terme, on est des facilitators, on est des facilitateurs, c'est-à-dire on est un peu comme des sages-femmes, hein, qui allons aider, si tu veux, à la reviviscence de l'expérience. Alors, à la naissance, le trauma, et comme je te disais tout à l'heure, il y a un cadre extrêmement sécure, et ce qui est extraordinaire, c'est il y a une harmonie entre les gens du groupe, il y a une bienveillance et une fraternité que je n'ai jamais vue dans d'autres groupes. La respiration holotropique amène cette fraternité d'âme où les gens se retrouvent Mm. en ayant l'impression qu'ils se sont toujours connus, alors que c'est la première fois qu'ils se voient. Est-ce que Il y c'est a pas des, l'ego qui est mis de côté, puis on va aller au fin fond des... il y a des clans qui se créent. Alors, je te disais tout à l'heure, on travaille en binôme. Et les deux partenaires qui vont travailler ensemble, c'est pas par hasard qu'ils Mm. travaillent ensemble, tu vois. Ouais, Ils ouais. se sont rencontrés. Et la communauté de vie entre les participants, les expériences de vie qui sont souvent très communes, c'est extraordinaire. Mm. Ouais, ouais, ouais. Extraordinaire. Je pense à une histoire qui est arrivée dans un groupe l'été dernier. Et j'ai une des patientes qui vient avec un monsieur en voiture. Puis ils discutent. Et puis il se trouve qu'ils se choisissent dans le groupe pour être partenaires. Et puis il y a vraiment une communauté psychique, quelque chose d'important qui s'est créé pendant ce travail. Et donc, ce monsieur, je tais le nom parce que je ne veux pas qu'il se reconnaisse, cette personne, appelons-le Jean, c'est pas son prénom, est le conducteur et Caroline est la passagère. Et ils parlent de leur enfance et Jean demande à Caroline, parce que Caroline avait travaillé sur sa relation avec son père, qui avait été une relation extrêmement abusive, et Jean avait été très très touché. Et puis bon, il pose des questions en conduisant sur son père. Oh ben, mon père, il était professeur d'architecture et le patient était architecte. Ah bon, il était professeur d'architecture? Ben oui. Où? Ben, aux Beaux-Arts de Paris. Ah bon? Alors, il lui dit, ben, c'était l'année, telle année. Ah bon? Et comment, et son nom de famille? Eh ben, Tartampion. Et là, il s'effondre. Et en fait, c'était un des profs d'architecture qui l'avait recalé à l'examen. Ouais. Bon, il est devenu architecte après, mais il m'a dit, la patiente dans le groupe avait travaillé sur la nocivité de son père. Ouais. Et là, il s'est arrêté, il a arrêté de conduire, il a stoppé sa voiture, c'était sur l'autoroute. Il s'est effondré et il nous a envoyé, il a pris en vidéo, donc il y a une scène avec Caroline. Il voulait la montrer au groupe parce qu'il y a une communauté qui s'est créée dans le groupe. Donc, il a mis la vidéo, En ligne. il a filmé la scène où, avec Caroline, ils s'étreignent parce que tous les deux ont eu à souffrir De la de nocivité de cette personne. cette personne. Ils ne s'étaient jamais rencontrés avant. Voilà. Ils ont été partenaires dans le groupe. Ils rentrent ensemble. Et puis, et ils ont travaillé ensemble. Et ensemble, il y a eu une réparation. Et Caroline, après le groupe, a changé et de prénom et de nom de famille. Ah oui, ouais. Elle a changé complètement d'identité.
Ouais, un nouveau départ. Ah, c'est C'est, beau, c'est des sacrés changements, hein. voilà. Et ça, je crois que tout ça, ça facilite l'état d'expansion de conscience, facilite l'émergence de tout un matériel. Encore, faut-il être prêt à vivre l'expérience. C'est-à-dire, on peut pas faire joujou, hein, il faut prendre l'expérience avec sérieux, avec, en s'engageant, c'est un engagement total en fait, sérieux. On joue beaucoup dans mes groupes, hein, on danse, on peint, je fais chanter les tambours, on travaille beaucoup dans la nature quand le temps le permet. Mais c'est comme quand on prend une substance, une plante. La plante a son intelligence. Mm. On ne peut pas jouer avec la plante. Et là, c'est pareil, on ne peut pas jouer avec le process. Tu vois, il faut le respecter. Et quand les gens disent, oh ben, je viens par curiosité parce que j'ai lu des articles vachement intéressants sur la respiration tropique, donc j'ai essayé. Tu peux être sûr qu'ils n'auront aucune expérience. Ah, bah alors ça marche pas le truc. Ah oui, ils s'investissent pas. Ouais. C'est important de pouvoir se lâcher et de pouvoir se donner à l'expérience. Si tu te donnes pas, il n'y a rien qui va surgir. Donc c'est pas non plus, on n'est pas dans la pensée magique, hein. Ouais, 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 bien sûr. Ouais. Et en parlant de challenge, ça me fait penser à ceux que tu as connus, hein, puisque tu as été agressé à 2 reprises. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes 2 agressions et comment cela a pu te faire évoluer malgré l'horreur que tu as vécue, puisque des choses ont changé à la suite de cela? Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez intéressant parce que tu dis très justement, et c'est essentiel d'ailleurs, qu'il faut donner du sens à ces épreuves. Et c'est pour ça que je te pose cette question. Donc j'ai pas très envie de re-raconter mes agressions là pendant l'émission. Tu peux en aborder brièvement, comme tu le sens. J'ai été agressée, j'ai vécu 2 agressions. Une, c'était un an, jour pour jour pratiquement après la mort de mon père que j'adorais. C'était en 2007. Mon père est mort un 10 novembre 2007, 2006, enterré le 13 novembre 2006. Et mon agression à Arles-en-Feu, donc la première agression, a eu lieu le 17 novembre 2007. Et j'ai senti que, enfin, tout est expliqué dans mon livre, parce que quand tu racontes un trauma, parfois tu peux te retrouver dans la. Ça m'est arrivé l'année dernière, j'étais un colloque, j'exprimais, je travaillais sur le guérisseur blessé, le thérapeute qui est un guérisseur blessé, le chaman c'est un guérisseur blessé. Et à un moment, en racontant, heureusement, il n'y avait que des psys. C'était un congrès professionnel et je me suis retrouvée, je ne pouvais plus parler. Donc, je ne veux pas que ça se fasse là. Parce que le traumatisme, quelque part, il est toujours là. Ouais, ouais, Même bien si, sûr. bon. Et quand j'en parle, il y a toujours de l'émotion. Donc, j'ai été agressée par 3 types déguisés en postiers Hmm. qui ont fait éruption dans mon appartement et ils ont sonné et mon employé a ouvert. Bon, est-ce que c'était quelque chose de téléguidé? On ne va pas rentrer dans l'histoire. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que à un moment donné, je me suis retrouvée nez à nez avec un des agresseurs et il avait et je lui dis mais ils étaient très jeunes et je lui ai dit mais si c'était votre mère, est-ce que vous feriez la même chose? C'était ça m'avait été soufflé et là il est parti. Enfin je rentre pas dans tout l'épisode, c'est écrit dans mon livre. Mais parfois donc j'ai entendu cette voix et il est parti. Et les 2 autres avaient fui, s'étaient enfuis. Bon, c'est une longue histoire. Mais parfois, tu es guidé. Ouais. Et c'est à la suite de cette expérience, cette agression, qui était une agression violente, parce qu'en fait, ils étaient armés. Ouais, bien sûr. Ensuite, c'était jugé en correctionnel. Il y a eu une course-poursuite avec la police. Enfin, bon, c'est une histoire très, très lourde. Je n'ai pas envie maintenant de m'étendre. Mais qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris à. Je pratiquais le chamanisme et le soir de l'agression, j'ai appelé un copain psychiatre. Et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit, écoute, je vais venir te voir, je vais te mettre sous un antidépresseur et anxiolytique. Je lui ai dit, écoute, mon fils est là, mon compagnon était en Afrique à l'époque, et je vais prendre mon tambour et je vais me relier aux forces spirituelles, à mes animaux totems, à mes guides, puis je vais demander comment puis-je me guérir de ce stress post-traumatique. J'ai pris mon tambour et j'ai entendu, en anglais et en français, pain, paint et pain. Et à l'époque, j'habitais rue Notre-Dame-des-Champs, et là, c'est un quartier où il y a
C'était à Montparnasse, où il y a plein de magasins. À l'époque, dans la rue de la Grande Chaumière, il y avait des studios d'artistes, il y avait deux magasins de peinture. Il y avait Sennelier, puis un autre dont j'ai oublié le nom. Et toujours, je passais devant les boutiques et ça me fascinait les couleurs. Puis on me dit peint et paint. Donc, j'ai osé franchir le magasin, le seuil des deux magasins. J'étais alternativement dans chacun où j'ai acheté du matériel. Puis j'ai acheté des couteaux, de l'acrylique, de l'huile. C'est comme si mes mains étaient guidées et j'ai fait une razzia. Et puis j'ai acheté des très grands formats. J'ai commencé à peindre dans une espèce de gestuelle très débridée où je me traduisais. Je ne dessinais pas avant de peindre, j'allais directement à la toile, mais ce n'est pas moi qui décidais. Il y avait une espèce d'impulsion, de mouvement qui m'entraînait vers la toile. Et puis, je prenais soit des couteaux, soit de la pâte, je peignais avec les doigts. Enfin, il s'est passé quelque chose comme un enfantement. Ouais, puis un channeling, quoi. Voilà, et d'ailleurs, j'ai un site qui s'appelle citara.com et qui est pas à jour. Il est pas à jour. Et puis, j'ai commencé à peindre pendant 9 mois. J'ai exposé, j'ai vendu, et puis ça a continué. Si je n'avais pas été agressée, c'est là à donner du sens à l'expérience, si je n'avais pas été agressée, si je n'avais pas entendu cette voix qui m'avait dit peint, mais jamais je me serais mise à la peinture, d'autant que j'avais fréquenté des peintres connus, puisque le père de mes enfants était marchand de tableaux, mais jamais j'aurais osé. Ah, c'est fou. Tu vois. Donc, ça m'a mise à la peinture, je continue à peindre et j'ai créé un concept qui s'appelle le pinceau chaman, où à partir du voyage chamanique, où les gens vont rencontrer un animal de pouvoir au tambour, je leur enseigne, bon, d'abord j'enseigne le voyage, comment rencontrer un animal de pouvoir, je leur propose de le danser, puis ensuite ils ont tout un matériel créatif et ils vont peindre, incorporé par l'animal. Et avant le voyage chamanique, ils vont peindre en état de conscience ordinaire. Alors, les gens sont maladroits. Mais une fois que tu es dans cet état d'expansion de conscience, qui est celui dans lequel j'ai peint et dans lequel je continue à peindre, quand tu es dans cet état d'expansion de conscience, qui est un état de liberté totale, à ce moment-là, tu n'as plus peur de faire mal, d'être ridicule, c'est moche. Non, Complètement. ça jaillit, il y a un jaillissement spontané qui se fait. Ouais. Voilà, donc je suis une résiliente et j'ai été très influencée bien sûr par les travaux de Cyrulnik, mais aussi par Viktor Frankl, qui était un psychiatre, psychanalyste, qui était né, je crois, en Pologne. Non, il était né en Autriche, je crois. Il était déporté pendant la guerre et c'est sa ferveur spirituelle, le sens qu'il a donné à l'incarcération, oui, sa force spirituelle qui lui a permis de pouvoir dépasser ce temps passé dans l'univers concentrationnaire, et sa puissance spirituelle a permis aussi à ses voisins de chambrée de pouvoir vivre et de survivre à l'épreuve. Donc quand on sent qu'il y a une force supérieure à nous qui est là, qui nous guide, il y a quelque chose qui va se transformer. Mais quand on est dans le cœur de l'épreuve, cette force spirituelle, tu ne le vois pas nécessairement. Tu vois. Voilà. Et parfois, ça fait partie il y a un miracle qui se fait, c'est que tu vois la lumière dans la nuit. Ouais. Et donc, il a survécu à la déportation, il est parti vivre aux États-Unis, et il est un des créateurs de la psychologie transpersonnelle avec Maslow, Grof. Ah, c'est fou. Ouais, Tout est relié, comme dans le cinéma, chaque détail oui, compte. oui, c'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Voilà. Et la deuxième agression qui a été terrible, c'est une agression au couteau. Vraiment, c'est très traumatique pour moi d'en parler parce Mais on que n'est pas obligé, il n'y a pas de voilà, souci. j'ai eu plusieurs interviews cette semaine et on m'a demandé souvent d'en parler et j'en ai un peu marre de. Voilà, Bah non, mais bien sûr, au bout d'un voilà, moment, bon. voilà, dans mon livre, c'est d'expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que ça a certainement développé mon intuition. Enfin, mon intuition était déjà là, mais la clairaudience, c'est-à-dire que euh, bon, j'étais menacée par un type qui s'était fait passer par un futur patient. Et c'était le dernier patient de la journée. Et avec l'avant-dernier patient, que j'appelle Patrick, qui est un nouveau patient aussi, j'ai entendu
pendant la séance, tu vas être menacée d'un couteau ou d'un poignard, je ne me souviens plus, et tu ne vas pas ressortir vivante. Et moi, ce type, Patrick, que j'appelle Patrick dans mon livre, il me regardait de façon très bizarre. Ça fait, comme je te dis, 40 ans que je suis psy. Ouais. J'ai commencé très jeune. Et je me suis dit, mais il va peut-être sortir un couteau. Et j'ai eu très, très peur pendant toute la séance. Alors que je suis vraiment une routière, une vieille routière. Et la séance s'est passée tout à fait normalement. Et à la fin, il m'a demandé à me revoir. Je lui ai donné rendez-vous pour un jour plus tard. Le type d'après était arrivé en avance, donc il m'attendait dans l'escalier. Je fais rentrer, c'était un type de 1,90 m, un homme de couleur. Et quand il m'avait téléphoné, pris le rendez-vous, j'avais senti que c'était pas très... Puis bon, je suis une Martine, tu as beaucoup d'imagination. Et puis je vois cette armoire à glace. Je fais rentrer dans mon balcon. Dans mon balcon, il est important dans cette histoire. Dans mon cabinet. Je l'invite à s'asseoir. Il avait une pochette comme ça en bandoulière. Et je lui dis, comment puis-je vous aider? Et à ce moment-là, il se relève d'un coup d'un seul. Et il sort un couteau à cran d'arrêt de sa pochette, qu'il pointe sur moi. Et il me dit, mettez-vous à plat ventre. Je lui dis, non, je ne me mettrai pas à plat ventre. Et il me dit, où l'argent? Alors, je dis par là, il y a un peu d'espèce. Il a agressé, au mois de septembre 2016, 9 femmes médecins et psy. Ah ouais. Donc, je faisais partie d'une série. Ouais. Il y a eu un type qui a été agressé en même temps, mais majorité de femmes. Et j'ai profité d'un moment d'inattention. Alors, la voix que j'avais entendue, tu vas être menacée d'un poignard, ben voilà, la voix, elle m'avait prévenue. Donc, j'ai profité pendant qu'il était en train de fourrager dans mon cabinet. Il faisait très chaud, c'était début septembre. Il avait essayé de fermer les fenêtres, c'était des portes-fenêtres, mais il faisait tellement chaud qu'il a laissé les fenêtres ouvertes. J'ai grimpé sur le balcon. J'ai enjambé le balcon, la rambarde, mais il m'a entendu parce qu'il y avait des pots de fleurs. Et j'étais de l'autre côté de la rambarde. Et avant de sauter, heureusement qu'on habitait au premier, mais le premier étage quand même très, très haut. Au moment, avant de sauter, je me dis, mais il n'est peut-être pas là. Et je me suis dit, mais je vais crier. Il avait la lame de son couteau à quelques centimètres de mon dos. Et j'ai sauté. Et là, je me suis rétamée sur le bitume. Bon, je me suis brisé 3 vertèbres lombaires, sacrum, sternum. J'étais emmenée, enfin bref, je raconte tout ça dans mon livre. Et j'ai chopé un staphylocoque doré à l'hôpital. Donc, on m'a opéré 2 fois. Il y a eu 1 an de convalescence, 3 mois à peu près à Pompidou. Enfin, ça a été épouvantable. Ouais. Et là, j'ai vraiment touché la nuit noire de l'âme. D'abord, je suis pleine de ferraille dans mon corps, mais ça ne se voit pas quand on me voit, mais il a fallu complètement... Je ne pouvais plus bouger mon épaule. Tout était immobilisé. J'étais avec un corset pendant de longs mois. Et ça a été me réhabituer au vivant en moi, en fait. C'était terrible. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose de l'ordre de l'espoir, de l'espérance. Ouais, il y a quelque chose, quand j'ai commencé tout doucement à pouvoir remarcher, quand j'ai commencé à pouvoir bouger, voilà, il y a quelque chose. C'est un réapprivoisement de soi-même. Moi qui adore la musique, qui vis en musique, je n'arrivais même pas à écouter de la musique. Je ne pouvais pas. Et je me suis dit, mais quel est le sens de tout ça? Ouais, c'est ça. Voilà, enfin, c'était terrible. Donc, ce temps m'a permis aussi de réaliser qu'il fallait peut-être que je m'occupe peut-être plus de moi, que peut-être que j'avais besoin d'un autre style de vie. Et puis, ça m'a permis aussi de coucher par écrit de mon livre, c'est-à-dire de me mettre en forme, de passer du temps avec moi-même, mais à quel prix? Voilà. Et alors après, ce qui est marrant, c'est que j'ai reçu des gens qui avaient été agressés. Tu vois, il y a quelque chose au niveau énergétique qui se fait que on reçoit souvent des gens qui nous ressemblent, en fait. Ouais. Qui ont des expériences communes. Ouais. Mais c'est vraiment ça, la nuit noire de l'âme, c'est cette perte de sens, il n'y a plus rien, en fait. Il n'y a rien.
plus dans... Enfin, ouais, c'est Plus d'étoiles, hein. atroce. C'est l'obscurité la plus totale. Ouais. Mais on renaît, tu vois, c'est un bel exemple, on Ouais. renaît. Et il Et y a eu toute une nappe d'amour qui s'est faite. Je me souviens, euh, j'avais publié un livre. Non, ça m'a permis de publier un livre qui s'appelait, attends, quelle époque? Mon père au loin, qui m'a permis, parce que j'avais du temps, donc j'ai publié, j'ai terminé d'écrire un livre autour de mon père, autour de la fin de vie de mon père, qui est un plaidoyer pour le droit de mourir dans la dignité. Et puis ça m'a permis aussi de mettre en forme une psy par les esprits. Donc ça a été un temps pour l'écriture. mm, J'étais pas monopolisée par ma pratique, mais ça a été un temps de relâchement et de relâchement, tu vois, parce que pour écrire, pour créer, il faut vraiment que tu aies du temps. bah c'est ça, ouais, c'est fou. Faut te laisser habiter par autre chose. Et voilà. Donc, ensuite, il y a eu un procès. Et le procès est arrivé quelques années après. Il y a un procès aux assises. Et j'ai voulu assister au procès. Et le procureur avait requis 12 ou 15 ans. Et les jurés ont demandé 8 ans. Et c'est la décision des jurés qui prime sur celle du procureur. Voilà. Ouais. Donc, il y a beaucoup de victimes, de nombreuses victimes qui n'ont pas voulu porter plainte de peur des représailles du criminel à sa sortie de prison. Mm. Ouais, donc ça a dû être encore une étape en plus à Ouais, digérer. ouais, ouais. Alors, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a parlé? Qu'est-ce qui m'a parlé? Mm. Cette voix que j'avais entendue. Et c'est cette voix que j'avais entendue qui m'a permis de sauter du balcon. Ouais, C'était, tu vois, alors beaucoup de gens, enfin beaucoup, certains me disent, mais il faut vraiment être, excuse-moi, con, hein. Ah ben, si t'avais pas sauté, peut-être que il t'aurait pas tué. oui, là, effectivement, de toute façon, il y a 40 000 hypothèses, tu peux jamais savoir, tu as fait ce que tu Et semblait être bon. voilà, et j'ai même pas réfléchi, Bah, tu c'est vois. ça, exactement, pas de C'est temps. cette force de vivre, c'est un instinct, c'est la main de Dieu. Appelons-la. Alors après, j'ai essayé de savoir, mais qu'est-ce qui m'a parlé? J'ai voulu avoir des réponses. Alors, mais j'ai demandé à Sandrine German, qui m'a formée au chamanisme aux États-Unis, mes copains, plein d'amis qui pratiquent le chamanisme aux États-Unis et en France. Personne n'a pu me donner de réponse. Personne. Et il y a un mystère, et je crois qu'on ne peut pas essayer de tout savoir, de tout comprendre. Je crois qu'il faut Voilà, lâcher prise des fois. et voilà, j'ai lâché prise. Et c'était, oui, c'était vraiment du miracle. Puis Ouais. ça m'a permis aussi de me dépasser aussi sur certains plans, de rencontrer ma force résiliente. Mais De je me suis... renaître, et puis de renaître aussi, ouais. Et de rédiger plusieurs bouquins. Mais effectivement, bah merci pour ton témoignage, parce que j'imagine à quel point c'est difficile d'en reparler, d'en reparler, mais ça peut toujours servir effectivement nos auditeurs. Donc merci d'avoir pris le temps et cette force de nous en parler. Je vais changer un petit peu de sujet, on va parler de traces pnésiques, parce que c'est pas connu. Je voudrais savoir qu'est-ce que c'est que les traces pnésiques et pourquoi on en a dans le ventre de la maman, in utero et dès la naissance également. Parce qu'il y a une porosité de l'inconscient de la mère, l'inconscient du bébé. Hmm. Hein, le bébé, il est poreux. Quand j'attendais mon deuxième enfant, j'enseignais l'anglais, parce que je suis angliciste au départ, j'ai fait des études d'anglais. Et j'ai enseigné l'anglais avec une méthode qui s'appelait la suggestopédie, qui était une approche hypnoïde, en fait, qui avait été créée par un psychiatre bulgare qui s'appelait Losanov. Et il avait créé cette méthode avec laquelle tu enseignais la langue étrangère aux gens dans un état d'hypnose. Hmm. Alors d'abord, il y a le- donc il y a des exercices de dynamique de groupe, de jeux de rôle, de psychodrame. Et puis, tu termines chaque cours par une demi-heure d'écoute de la langue, donc du cours du texte qui a été travaillé pendant la matinée. Tu relis le texte aux gens, au groupe, avec une voix très hypnoïde, sur des musiques très lentes, des musiques classiques très lentes. Et donc, tu mets d'abord les gens dans un état de relaxation profonde, et lorsqu'ils ont atteint cet état profond d'ouverture, à ce moment-là, tu lis le texte, en état alpha, tu lis le texte sur une voix très monocorde, et ça facilite la rétention mémoriale. Moi, je te Intéressant. parle de ça.
Si je peux Oui. faire ça, si tu peux me faire ça pour l'allemand, parce que j'apprends l'allemand donc sur Babbel, mais bon, je dis bout Voilà, alors. donc Genre- c'est parce que comme lorsqu'on lit un texte, quand on apprend les jeunes, après une leçon juste avant de s'endormir, il y a un C'est processus ça. d'apprentissage qui s'active en fait. Ça me rappelle le lycée quand je lisais tous mes cours avant de dormir. Et effectivement, ça marchait bien. Voilà, donc quand j'animais ces groupes, quand j'enseignais l'anglais en suggestopédie, j'attendais mon deuxième enfant. Et pendant toute la durée de la grossesse, donc, il entendait les musiques que je faisais écouter à mes participants. Mm. Donc, pendant la dernière phase de la matinée, c'était des musiques classiques, et des musiques très, très lentes, très panoramiques. Mais je pouvais aussi, pendant l'animation, leur faire écouter des musiques plus dansantes, plus remuantes. Et le bébé bougeait différemment dans mon Ah, ventre. génial. Donc, si tu veux, la paroi, la peau, en fait, c'est une paroi à travers qui laisse passer les sons. Et il est né en musique. J'avais voulu lui faire écouter, enfin, le faire écouter, tu vois, Mm. qu'il laisse, hein, qu'il entende, qu'il réentende des musiques qu'il entendait quand il était in utero. Ah, Et super. quand il était bébé et qu'il était un petit peu dissipé, Tu lui mettais la musique? la musique, il se calmait. Mm. Intéressant, tiens, pour ma future grossesse. Le bébé, c'est une personne, c'est pas du tout un légume. Tu vois, l'originalité de la respiration holotropique, c'est de montrer, que les gens revivent des traumatismes, des avortements de leur mère. Ouais. Ils vont revivre des accidents que la mère a eus lorsqu'ils étaient in utero. Ils peuvent revivre un accident amniotique, une noyade amniotique, et ce qui fait que la mère a dû être césarisée et l'enfant tiré en urgence parce qu'il était en souffrance fétale. Et les gens le revivent pendant Mm. l'expérience sans en avoir jamais entendu parler par leur mère. Ouais. Donc il y a une conscience qui préexiste à la naissance. Ouais. Il y a une conscience qui est déjà là lorsque le bébé est en gestation. Complètement, ouais. Mais c'est là où on se dit qu'il faut faire un enfant quand on a, entre guillemets, vraiment envie, ou en tout cas, il Ah oui, faut, oui, faut bien faire sûr, attention, quoi. absolument. Ouais, Bien sinon, bah sûr, voilà, ouais. C'est bien sûr sûr. que quand on est baigné dans les hormones de stress, ou des deuils, ou de Ça autre se chose. répercute, ça se répercute. Il y a une mémoire, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire aussi. Ouais. Tu vois. Mm. Ah, c'est intéressant de prendre conscience de tout ça. Ouais, ouais, c'est que euh, tout est important dès le début, en fait. Ouais, ouais. Ouais, ça fout la pression. Il y a de la conscience dès le début. Mais tu sais, c'est marrant parce que quand on parlait d'intuition, moi j'ai toujours eu deux intuitions depuis que je suis petite et je me souviens, j'étais très jeune, j'étais enfant et je me suis dit que déjà, j'aurais un enfant très tard et que j'allais faire un travail transgénérationnel de casser les croyances limitantes. Enfin, c'est pas comme ça que je me le disais à 5 ans, hein. Mais voilà, je savais que j'allais trier des choses parce que moi, dans ma famille, si tu veux, du côté de ma mère, c'est beaucoup d'artistes déchus, dépressifs. Et effectivement, il y a cette dépression-là, ces addictions aussi. Et je sais pas, j'ai fait un énorme travail. Alors moi aussi, j'ai vécu la nuit noire de l'âme et donc je comprends très bien le côté manque de sens, cette perte horrible de sens. Mais effectivement, ouais, je crois qu'il y a des choses que l'on sait intuitivement. Alors des fois, on n'en a pas conscience, mais on se dit, putain, je le savais finalement. Il y avait quelque chose qui nous disait qu'on le savait. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Et c'est pour ça que je suis contente parce que je me dis, bah, c'est un travail d'une vie, certes, mais j'ai tellement enlevé déjà de couches d'oignons que je me dis que bah, peut-être que mon enfant aura déjà ça de moins, tu vois. Après, bien sûr, on fait ce qu'on peut, hein, c'est toujours la même chose, mais au moins je me Le dis que j'ai déjà fait travail, un petit travail. ouais, le travail que tu fais, il va aussi opérer dit-on, hein, sur les générations futures. Ouais, On dit. Et qu'en faisant le travail sur toi, tu guéris aussi les ouais, générations passées. complètement, complètement. Ouais. Ouais. Enfin. Ça, c'est ce que l'on dit, je ne sais pas. Oh, ça ne m'étonnerait point. Moi, je crois que tout est entremêlé, tu vois, Ouais, tout est, ouais. tout est interdépendant, en fait. Mais bien sûr, ouais, ouais. Tout est interconnecté. Comme les traumas de ceux Mm. voilà, qui étaient dans des camps, enfin, dans tous les traumas d'ailleurs, de toute façon, ça se porte sur des générations après, effectivement. Et moi, je viens d'une famille très traumatisée, hein, puisque je viens d'une famille juive et avec beaucoup d'extermination. Et il est évident que moi, je suis très marquée par les traumatismes, en fait. Hmm. Complètement. Ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et alors, on va encore parler d'un autre mot que les gens ne connaissent pas trop, hein, parce qu'entre traces mnésiques et tous ces mots que l'on apprend cette semaine, il y a aussi la psychophanie. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler? La psychophanie, c'est une méthode qui est assez surprenante, qui a été, c'est le langage de l'âme, hein, psychophanie. Euh, c'est une forme de télépathie
et c'est une méthode qui a été créée par une orthophoniste australienne qui s'appelait Rosemary Crossley. Et elle a reçu ça en channeling. Comme beaucoup de choses entre le Reiki, le Human Design, toutes ces choses. Ouais. C'est Et au même moment, un prix Nobel de physique, je crois tchèque ou américain, je ne me souviens plus, c'est écrit dans mon livre, a reçu au même moment ce qu'on appelle les champs morphogénétiques, hein, quand plusieurs personnes à des endroits très différenciés du monde vont recevoir les mêmes informations. Et lui, ce physicien, dont j'ai oublié le nom, avait un fils autiste avec lequel il ne pouvait pas parler. Et il a reçu cette approche qu'il a utilisée pour son fils. Donc à l'époque, donc au début, donc le thérapeute prenait le doigt du patient, il y avait un clavier, et le doigt du patient se dirigeait vers les lettres du clavier. Et ça créait un discours totalement cohérent. Mais in fine, c'est peut-être le thérapeute qui écrivait. Mais qu'est-ce qui se passait pour que les mots soient écrits sans faute d'orthographe? C'est qu'il y avait un continuum télépathique, une sorte de communication télépathique entre l'inconscient du patient et l'inconscient du thérapeute. Et ce qui s'écrivait, en fait, c'était la traduction du langage du patient écrite par le thérapeute. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Maintenant, ce que je demande aux patients, c'est de mettre la main sur l'épaule, mon épaule, et puis, hop, très vite, mes doigts vont courir sur le clavier. Et c'est comme une écriture automatique. Oui, c'est ça, justement, j'allais t'en parler. Je ne réfléchis pas du tout à ce que je vais écrire quand j'écris un article ou quand j'écris un chapitre d'un livre. Oh là là, c'est pas toujours facile, hein, c'est un accouchement. Sauf quand je suis en écriture automatique. Mais généralement, si j'écris un article sur une approche clinique, c'est le travail. Il faut le travailler, il faut le structurer. Or que là, et c'est devant, c'est très très beau comme texte. Ouais. Et tu te retrouves à écrire des expressions du grand-père ou de la grand-mère ou du père qui est mort il y a 20 ans ou 25 ans, mais dont le patient m'avait jamais parlé, tu vois. Et ça ne remplace pas une thérapie. Alors, il y a des thérapeutes qui pratiquent la psychophanie et qui disent que c'est une thérapie. Mais non, ça ne remplace pas une thérapie. Ça permet de faire émerger du matériel chez des gens qui ont du mal à verbaliser. Et ensuite, ce matériel qui a été retranscrit doit être travaillé ensuite. Tu vois ? Mais ça n'est pas une thérapie. C'est un outil, c'est un outil supplémentaire. Et je trouve ça magique. Alors maintenant, même si j'ai quelqu'un en face de moi, je lui demande branchez-vous sur moi, je me branche sur vous. C'est pas la peine de me toucher parce qu'avec le Covid, voilà. Parce que tu es vraiment dans une grande proximité si la personne est à côté de toi. Donc maintenant, je demande au patient qui est en face de moi, voilà, vous imaginez que votre main est sur moi, sur mon épaule, et puis voilà. C'est fou, en fait, finalement, les paliers dans lesquels tu as progressé, parce que maintenant, bah, tu te connectes automatiquement, tu lâches prise sur le mental. Oui, alors il y a des gens, si tu veux, tout dépend aussi de l'ouverture de la personne. C'est sûr. Voilà, si la personne n'est pas ouverte, si elle ne te donne pas accès, c'est comme un patient en thérapie, tu pourras l'aider que s'il te donne accès à lui. S'il est fermé, blindé... ça fait très médium, très channeling, hein. C'est fou, tout est lié. Mais je pense que l'analyste, qui est un psychothérapeute, donc psychothérapie, c'est aussi le soin de l'âme. Psycho, c'est le souffle, hein, c'est le psyché, c'est le souffle, c'est l'âme. Et psychophanie, c'est pareil, c'est le langage de l'âme. Donc, quelque part, on rentre en contact avec les couches supérieures de l'individu. Mais on a accès à plein de choses. Ouais, plein de choses. C'est fabuleux. Et ça, tu le fais encore ou tu le fais moins parce qu'il y a moins de monde? Je vois que si quelqu'un bute sur quelque chose, si je sens que ça pédale un peu, que c'est long et qu'il n'arrive pas, je lui dis, écoutez, excusez-moi, vous permettez, on va faire un... Voilà. Bon, tais-toi, je me connecte à toi, ça ira plus vite. J'ai beaucoup d'adresses et puis je lui dis, écoutez, voilà. Ah, c'est génial, c'est vraiment tous ces trucs que tu as appris et qui te permettent d'avoir ta thérapie à toi et de faire ce que... Voilà. Que j'ai appris parce que ça faisait sens, mais que je n'utilise pas comme... la façon dont je travaille, c'est complètement différent de la psychophaniste auprès de laquelle je me suis formée. Elle n'était pas thérapeute, elle était naturopathe, je crois. Et pour elle, la psychophanie, c'était une thérapie. Pour moi, ça n'est pas une thérapie. Elle formait beaucoup de gens. Moi, je pense que tout le monde ne peut pas être formé à la psychophanie. Il faut déjà être psychothérapeute, tu vois, et pouvoir différencier
ce qui vient du sujet qui vient de voir et ce qui vient de toi. Il Parce faut que avoir travaillé sur soi, j'imagine. ben oui, il faut, tu vois, c'est comme le médium. Le médium, il doit être sacrément construit pour ne pas Ancré. mélanger des informations qui le concernent lui ou ne pas se trouver en trop grande sympathie avec le client parce que le client, ce qu'il voit, a des éléments qui sont un peu identiques à sa propre vie à lui ou à elle, tu vois. Complètement. Ouais. Donc, il faut vraiment, tu vois, être soi pour laisser à l'autre la possibilité d'être lui. Hmm. Sinon, c'est fusion-confusion, hein. Ah bah ce qui me rappelle, tu sais, j'avais payé une médium américaine pour faire une session, donc tu as juste besoin d'une photo et puis après elle se connecte à toi. Et j'avais reçu en fait du coup un mail avec voilà, quelques lignes qui me parlaient de certaines choses. Et en fait j'ai halluciné parce qu'en fait tout ce qu'elle disait, je me suis dit mais ça n'a rien à voir avec moi, je ne comprends pas. Et en fait les messages étaient faits pour ma jumelle. C'était fou. Par exemple, il y avait tu vas sortir un livre cette année. Je dis bah non, mais moi j'ai pas du tout envie de sortir un livre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah si, ma soeur en a sorti un. Il faut que tu sortes d'un cercle vicieux avec une certaine personne. Et effectivement, elle était encore en couple et ça arrivait pas à stopper. Enfin, c'était assez marrant, mais bon, moi j'étais frustrée parce que c'est moi qui ai payé pour la séance de ma soeur quand même. Elle m'a jamais remboursé. Tu lui as fait un beau cadeau. Exactement. Mais justement, du coup, réclamation, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoutez, c'est quand même, c'était pas de moi, il s'agit, quoi. Et en fait, elle m'a dit, bah oui, bah les esprits, en fait, des fois, ils utilisent certaines personnes pour passer des messages importants. Je dis, bah merci, allez, sacrifié comme d'hab. Je rigole, mais ça me fait penser à ce que tu dis, en tout cas, c'était assez original. Mais bon, un petit chèque en moins quand même. Alors, parlons de ce que tu as abordé tout à l'heure, Jans. Tu dis Jans? IANDS, Jans. en anglais c'est IANDS, IANDS, qui veut dire International Association for Near Death States, association internationale d'études auprès des états proches de la mort. D'accord, ouais, pour les expériences de mort imminente. Et ça, Oui, donc, ça m'intéresse beaucoup, tu EMI le sais. maintenant. Voilà, exactement. Tu dis que bah, c'est un travail qui t'a absolument intéressé, ça me passionne aussi, comme tu le sais, et je crois que ça intrigue aussi beaucoup de personnes de manière générale, parce que même quand on n'y croit pas, c'est intriguant, c'est quand même quelque chose qui paraît magique, mystérieux. Donc, qu'est-ce qui t'avait amené vers ce domaine? Comment ça s'est passé, toi? Oh là là, je me souviens plus. Comment j'étais amenée chez Yands? Ah oui, parce que pendant mon... Attends, comment j'étais amenée chez Yands? J'ai été très souvent à Esalen, qui était le centre de développement du potentiel humain. Attends, le centre... Esalen, c'était un centre de thérapie à Big Sur, en Californie du Nord, où ont essaimé toutes les nouvelles thérapies. D'accord. Il y a un lieu merveilleux, complètement idyllique. Et c'est là-bas que j'ai entendu parler des NDE et de Kenneth Ring, qui était le créateur du concept. Ouais. Et donc, il y a une association. Et puis, moi, j'ai toujours été attirée par l'au-delà, par la mort, par l'extraordinaire. Et, euh, et donc, j'ai appris qu'une association s'était créée euh, avec à la tête un psychiatre, un médecin, je ne sais plus comment il s'appelait, hein, il y a très bien, il y a longtemps, 35 ans, et puis une femme qui était ethnologue, qui s'appelait Evelyne Sarah Mercier, qui avait créé donc une antenne française. Et j'ai été donc accueillie dans le groupe en tant que psychologue et on a beaucoup travaillé autour du concept. Et c'est là, donc, chez Yann, que j'ai trouvé, je suis entrée en contact aussi avec ma première expérience à travers Yann, hein, ma première expérience de respiration holotropique. Et j'ai été absolument fascinée parce que je découvrais tout un monde et des gens qui racontaient des expériences, donc j'en ai reçu dans mon cabinet, et qui ne pouvaient pas du tout en parler ni aux psy, ni aux médecins, ni aux chirurgiens, parce qu'on les aurait taxés de délirants. Et ces gens-là, ils ne déliraient pas, ils vivaient une expérience lumineuse, une expérience paroxystique, une expérience extraordinaire, tu vois. Et ces expériences, elles sont décrites chez beaucoup de philosophes de l'Antiquité, hein, notamment chez Platon, tu vois, il y a plein de... Et, et chez aussi des philosophes appartenant à toutes les cultures. Mais tout ce qui fait partie de l'extraordinaire fait peur parce qu'on ne le comprend pas. Ouais. Et parce que aussi on est nourri par des récits qui font peur, par du cinéma hollywoodien, par ces choses angoissantes. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que moi je me souviens étant petite, je pense que j'étais assez ouverte et j'entendais je sais pas, je sentais des présences la nuit quand j'étais petite. Et par contre, comme j'avais très 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 peur de, je sais pas, je me souviens que mon frère par exemple il jouait à Resident Evil, donc des trucs de zombies où tu sais il y avait des histoires, Blair Witch, les fantômes, ça me faisait extrêmement peur. Et donc j'ai dit non non je veux rien savoir, et je pense que ça m'a coupé complètement. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on est nourri par cette peur, donc du coup, en fait,
on veut rien savoir. Et quand j'ai eu cette expérience de mort, enfin pas de mort imminente, mais c'était sortie astrale, pardon, j'ai commencé à m'ouvrir peu à peu, mais j'ai travaillé aussi sur cette peur, en fait, en me disant, mais il n'y a pas que du négatif, que du noir, que de la peur. Finalement, c'est ma culture qui m'a apporté ça. Moi, qu'est-ce que j'en pense, tu vois. Donc voilà. Et tu as lu le livre Journeys Out of the Body? Oui, bah, je l'ai, ouais, c'est ouais. Robert Monroe. Oui, je suis allée au centre Monroe. J'ai pas été j'ai pas été emballée Pourquoi? parce que en fait, j'avais l'impression que les voyages qu'on nous faisait faire, c'était des visualisations guidées en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ce qui n'est pas la même chose. Non, non, j'ai trouvé ça très ennuyeux en fait. Mais tu sais, ce qui me fait penser aussi, donc là je parle de mon expérience, donc à ce moment-là, c'était je pense il y a 4 5 ans que j'ai fait ces sorties astrales et j'en ai fait vraiment régulièrement pendant un temps. Tu les faisais spontanément, Ah sans. oui, j'avais juste à me connecter à mon corps en fait, et ça m'a fait du bien parce que moi j'étais très dans le mental, donc ça a été le début de ma reconnexion avec mon corps, et donc j'en faisais beaucoup, et bon, je m'endormais très très rapidement quand même. Je me souviens quand même d'avoir été portée par des personnes qui m'emmenaient vers le haut, ou j'adorais traverser les murs, c'était une sensation que je trouvais Alors hyper moi, agréable. oui, c'est marrant parce que j'en parle dans mon bouquin. Quand j'étais petite, je traversais les murs et quand je voulais essayer d'allumer l'interrupteur, je pouvais pas parce que Exactement, c'était et c'est extrême. génial, Et je ne savais pas que j'y vivais, je pouvais pas en parler à ma famille parce qu'on m'aurait dit traité de folle. Déjà, j'étais une extraterrestre. C'est quand j'ai fait ma formation avec Groff que je lui ai expliqué tout ça. Il m'a dit, mais ce sont des out of body experiences, ouais. des voyages hors du corps. Et tu les élèves en petite, comme sûrement, enfin comme tout d'ailleurs, sauf que toute personne, sauf que je pense que la plupart ne le savent pas aussi de consciemment. Mais tu vois, le point c'est que maintenant j'en fais beaucoup moins. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je je pense à mon avis que c'est parce que je fais un gros travail au niveau somatique. C'est-à-dire que je déterre beaucoup de traumas. Je suis vraiment ancrée à fond en ce moment. Et donc je suis plus dans cette idée de partir, peut-être, de sortir de mon corps, puisque je retrouve et je me reconnecte avec mon corps. Enfin, c'est ce que je me dis dans mon intuition, tu vois, c'est ce que je me dis. Et c'est absolument essentiel. Moi, Oui, j'ai une patiente qui était toujours, qui voulait toujours sortir de son corps. c'est ça. C'est pas une bonne idée non plus. Ouais. Mais pas du tout. Le travail, c'était vraiment de la reconnecter, enfin, qu'elle se reconnecte à son corps, parce qu'on est des êtres corporels aussi, hein. Ouais. Et l'expérience spirituelle, elle passe aussi par le corps. Ouais, complètement. Donc peut-être qu'un jour, je me dis, bah voilà, une fois que j'aurai fait peut-être assez de travail, peut-être que j'y reviendrai naturellement. Enfin, Mm. c'est vrai qu'au départ, j'ai cherché pendant longtemps parce que moi, j'ai vu la lumière blanche et je me dis, mais c'est pas une expérience de mort imminente que j'ai eue. Enfin, tu vois, il y avait tout ce mélange j'avais aucune réponse, et en fait, je rejoins notre conversation de tout à l'heure où des fois, il n'y a pas forcément, en fait, faut pas forcément comprendre. Si on a eu cette chance d'expérimenter ça, et peut-être que ça nous a amené vers d'autres chemins de guérison, de compréhension de soi. Et c'est ce qui compte. Et j'ai beaucoup de gratitude parce que Ouais. bah, ça m'a montré qu'il y avait quelque chose après la mort. En tout cas, c'est ce que je ressens et ce que je pense au fond de moi. Et ça m'a ouvert plein de chemins, quoi. Donc, encore une fois, rien n'arrive par hasard, même si on ne comprend pas ce qui se passe sur le moment. Qu'est-ce que tu lis en ce moment qui t'intéresse, qui te passionne? Là, je suis vraiment sur les traumas au niveau, tu sais, early developmental trauma. Je suis beaucoup sur le mind-body. Moi, c'est quelque chose. Enfin, la reconnexion avec le corps, ça m'a complètement apaisé mon système nerveux. Alors, pareil, le système nerveux, je suis à fond dedans. Je suis en train de me former à plein de choses, le somatic experiencing, tous ces trucs-là. Ça m'apporte beaucoup parce qu'en fait, j'étais remplie. Moi, j'ai eu 4 ans d'handicap. Je pouvais plus marcher. Parce que j'avais des douleurs neuroplastiques, je ne savais pas, hein, j'ai découvert par moi-même, mais en tout cas c'était des douleurs partout. J'avais des douleurs partout, je ne pouvais plus rien faire, je pouvais pas cuisiner, je pouvais pas marcher, je ne pouvais rien faire. Donc ça a été très très compliqué, et c'était mon chemin de la nuit de l'âme, hein, parce que j'avais plus d'espoir en fait. Enfin, j'avais 30 ans, je ne pouvais plus rien faire, j'étais un légume, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire? Donc tout était compliqué, j'étais une victime, il y avait aussi cette énorme croyance de je suis une victime, tout m'arrive à moi. Et puis après, voilà, il y a eu cette expérience de mort imminente. Enfin, non, c'est pas cette expérience de mort imminente, mais c'est Ça sorti ressemble, ce que astral. tu m'as décrit, ça ressemble à une expérience de mort imminente, hein. Bah, c'est ça, mais je ne sais pas, parce que j'avais pas l'impression de mourir, donc je ne sais pas. C'est un mélange de choses, peut-être. Et effectivement, et après, j'ai fait un énorme travail sur mes croyances à moi. Enfin, j'ai été accompagnée, mais j'ai aussi beaucoup été suivie par mon intuition. Et je me suis reconnectée en me connectant en fait à l'énergie de mon corps. Et c'est comme si mon corps me guidait pour que je vide des densités émotionnelles, de stress, tu sais. Et j'ai vraiment vidé ma jauge de stress. Et en fait, mes douleurs ont commencé vraiment à s'apaiser. Et j'ai également travaillé beaucoup sur la peur, parce que j'étais remplie de peur. J'avais peur de faire n'importe quel mouvement. Donc forcément, mon cerveau activait l'alarme. Et donc j'ai travaillé beaucoup avec la neuroplasticité et sur le recalibrage de mon cerveau pour le rééduquer et comprendre que certains mouvements ne me créaient pas de douleur structurelle.
Et voilà, depuis, ça va beaucoup mieux. Alors, je reste très sensible au stress quand même. Il y a encore des couches de trauma, je pense, bien sûr. Hein, il y a encore beaucoup sûrement, mais bien mieux qu'avant. Et voilà, et c'est vrai que c'est fou parce que je me découvre en fait. Et je trouve que c'est très très beau, je pense, dans ton chemin, dans mon chemin et dans le chemin de beaucoup de tes patients. Il faut savoir mettre excuse-moi, hein, mais les mains dans la merde, c'est-à-dire Ah, mettre... absolument. parce que c'est comme ça qu'on se redécouvre, on devient authentique, on devient aligné avec soi. Et en fait, on se rend compte, dis donc, je suis surprise d'être ce que je suis et je suis contente d'être ce que je suis. Tu vois, il y a vraiment cet aspect-là. Tout à fait. Donc voilà, donc c'est toutes ces choses-là que j'adore. Et la spiritualité, je pense que j'y retournerai plus tard. Là, je suis en train de me creuser dans mes fondamentaux, mais voilà. Attends, j'ai perdu la grande image là. Tu vas double-cliquer cliquer peut-être. Ah voilà, ça y est, je t'ai retrouvé. Et donc, pour en venir à Jans, qu'est-ce que tu as appris de tout cela? Quelle est ta vision de la vie, de la mort, de l'univers? La vision de la vie, je trouve que c'est assez difficile, hein. C'est difficile comme question. Oui, mais c'est intéressant. Oui, alors disons que la mort, oui, la mort, alors ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est ouvert une porte. Moi, je pense qu'il y a des connexions. Les morts nous parlent, les morts sont là. Je me souviens quand ma mère est décédée, j'ai vécu une expérience incroyable. Euh, le jour la veille de son enterrement, j'ai écrit un texte et, et le lendemain, donc, j'ai voulu relire le texte et puis peut-être modifier certains trucs. Et les deux dernières phrases, moi j'écris toujours en verdana, Mm. non, en Times ou verdana, c'est en Times 10. C'est Et une c'était typo, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est ouais. une écriture. Et les deux dernières phrases, elles étaient écrites en caractères extrêmement gros, mais ils avaient été démultipliés. Attends, quand tu veux changer de taille typographique, tu as une manipulation à faire. Ça Oui, ne se tu fait pas tout seul. sélectionnes. Ouais. Et ça s'est fait tout seul. Et je crois, il faut que j'ai toujours le texte dans une autre couleur. Donc j'étais interpellée. J'avais des petites choses sur les murs qui sont tombées, et des livres dans ma cuisine qui sont tombés aussi. Hmm. Donc j'en ai parlé au rabbin parce qu'il y avait un enterrement religieux. Et je dis, mais attendez, voilà, ce qui s'est passé, c'est une manifestation, est un peu mystique aussi. Hmm. Il dit, c'est l'invisible qui s'est manifesté. Hmm. Et je me souviens quand ma grand-mère est décédée. Elle est décédée en 1999. Et elle habitait à rue de Vaugirard. Et mon père avait mis en location son appartement. Et une quinzaine d'années après, ou 20 ans après, l'appartement a été vendu. Et donc, avant que les acquéreurs accèdent à cet appartement, j'ai voulu retourner dans l'appartement pour dire au revoir à ma grand-mère que j'adorais. Et je suis arrivée dans l'appartement. L'appartement avait été refait, un petit peu refaçonné, avec des cloisons qui n'existaient pas. Puis ma grand-mère était morte quand même bien, bien longtemps avant. L'appartement sentait l'odeur de violette de ma grand-mère. Ah, c'est fou. Ça arrive souvent, ce genre Et de dans la salle souvenir. de bain, qui avait été refaite, il y avait une petite épingle à neige, deux petites épingles à cheveux que Hmm. les dames mettaient, qui étaient petites et un peu dentelées sur le côté. Oui, oui, oui. Il y avait une petite épingle neige, ça s'appelait des épingles neige, qui était sur le rebord du lavabo. Ah, c'est marrant. J'adore ces petits signes. Et ma sœur y est allée aussi 2 jours après. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Ma sœur est très intuitive, mais bon, elle ne croit pas à tous ces trucs auxquels moi, si je parle du vie antérieure. Mais bon, ça l'interpelle quand même un petit peu, mais bon, elle n'y a pas plongé comme moi. Et je lui dis, mais tu as ressenti quelque chose? Est-ce que tu as perçu quelque chose? Elle dit, oui, l'odeur de mémé Alice, c'est son odeur. C'est génial. Ça, c'est fou, ces odeurs. Tu Ouais. vois, je dois avoir aussi plein d'autres histoires qui ne me viennent pas en tête, mais euh, oui, j'étais voir un médium l'autre jour parce que moi, je voulais avoir on m'avait parlé d'un médium, donc, et il me dit, mais il y a une vieille dame, elle s'appelle Alice, et elle me dit de vous dire comme vous êtes belle. Et je lui dis, mais attendez, c'est incroyable. Ma grand-mère me disait ça, comme tu es belle. Oh, c'est trop Alors, mignon.
Tu me demandes, voilà, la vie après la vie. Moi, j'ai fait une rencontre extraordinaire il y a quelques années avec un couple qui s'appelait Yvon et Marie Von Drey, D-R-A-Y. Et ils ont écrit un livre qui s'appelle Karine après la vie. Ce sont des Français qui habitent au Mexique et dont la fille a eu un accident de voiture. Ils ont fait un deuil, ils ont eu un deuil extrêmement difficile. Évidemment, quand Oui. tu perds un enfant, c'est la chose la plus horrible. Et ils ont commencé, et Yvon était directeur d'Alcatel dans toute l'Amérique du Sud. Donc, c'était pas un imbécile et c'était pas un allumé. Et donc, leur livre, Karine après la vie, a été publié chez Albin Michel. Et donc, je suis à la gare, j'allais faire préparer un séminaire chamanique avec un ami. J'attends cet ami à la gare Montparnasse, on ne se trouvait pas, et je vais à la librairie de la gare, et je tombe sur ce livre préfacé par Didier Van Covelart, qui est un écrivain français, franco-belge, Mhm. Didier Van Covelart, et il y avait aussi quelques pages écrites par le père Brune, François Brune. J'achète le livre, et je le lis en une nuit, et je dis à mon ami Jean-Gabriel Foucault, qui était, qui était psychanalyste et praticien du chamanisme, je lui dis, il faut que tu lises ce livre. Il lit le livre, et je lui dis, il faut qu'on rencontre les Drey. Donc, c'est l'histoire de ce couple donc, qui perd sa fille, Karine, et ils sont tellement dans le chagrin qu'ils rencontrent, ils vont investiguer la spiritualité, l'ésotérisme. Puis au Mexique, on est très à cheval hein, entre le monde visible et le monde invisible. Hein. La mort, elle fait partie de la vie. Hein. On célèbre, on va ripailler sur les tombes des morts au moment de la Toussaint. Moi, j'ai vécu tout ça. Je suis allée beaucoup au Mexique à la suite de ce voyage, enfin à la suite de la découverte de ce bouquin. Hmm. Et donc, et ils vont découvrir que il y a tout un monde ésotérique et qu'ils peuvent avoir accès à leur fille à partir de ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale et à travers les services d'un médium, et qui est un médium spirit et qui matérialise, qui est incorporé par une entité, et cette entité permet plusieurs choses, d'avoir accès à différents mondes et à différentes figures défuntes. Et à travers ce médium et ces cérémonies spirites auxquelles ils vont assister, ils vont voir leur fille qui va apparaître comme un hologramme. Voilà, il y a plein d'expériences qui sont décrites et je dis à Jean-Gabriel, il faut absolument qu'on rencontre les Drey. Donc on rentre à Paris, je téléphone à Albin Michel, enfin j'envoie un message à Albin Michel, j'envoie un message à Yvon et Marie Von Drey par l'intermédiaire d'Albin Michel et quelques heures après, je reçois un appel d'Yvon Drey qui me dit on est à Paris, on a été interpellé par votre mail, rencontrons-nous. Et voilà, encore une fois. Donc ils sont venus dîner à la maison. À l'époque, on a dîné, on avait une grande cuisine et on avait une chatte qui s'appelait Noya. Et donc, il y avait mon compagnon, moi, les Drey, on était 4. Et il y avait 5 chaises. C'était la chaise pour Karine. Hein. En fait, c'était ça. On était complètement dans les visibles. Là. Et la chatte s'est assise sur la chaise qui était libre. Elle a commencé à ronronner. Ses poils, et on a su que elle était en train de canaliser, elle recevait Karine en fait. Et tout le monde a été pris de tremblement. Ouais, moi, là, je suis en train d'avoir de la chair de poule. Oui. Donc, je conseille à tous de lire le livre d'Yvon et Marie Von Drey, Karine après la vie. Donc, je suis partie au Mexique. Donc, on a dîné ensemble et ils nous ont invités au Mexique à participer à des cérémonies spirites. Et on a vécu des choses tout à fait extraordinaires. Mais bon, ça serait beaucoup trop long d'en parler. Hein. Non, mais c'est passionnant. Lisez les livres Et alors, ce qui est extraordinaire, donc, je me souviens de l'expérience la plus extraordinaire. Donc, on y a été au moment de la fête des morts. Donc, on a vécu on est allé aussi sur les cimetières. On a assisté à des cérémonies spirites aussi sur les tombes, des gens qui, comme je disais tout à l'heure, qui mangent. Et tu prends des photos des gens qui mangent. Donc c'est la nuit, hein, et la nuit est noire, il y a quelques bougies, tu prends des photos, il y a plein de... Comment ça s'appelait ces espèces de taches très lumineuses qui se mettent sur les photos, des orbes. Oui, 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 oui. Des orbes. Ouais. Il fait un temps où moi, toutes mes photos, elles étaient pleines d'orbes. Alors que mon appareil n'était pas sale et qu'il n'y avait pas d'humidité, mais il y avait des entités qui venaient se manifester.
Et donc, c'était au mois de novembre, on fait des morts et tout. Et puis, il nous invite à reparticiper à des cérémonies au moment de Pâques. On retourne au Mexique à Pâques et on assiste à ces cérémonies spirites qu'on appelle des chambres de lumière, cuartos de luz. Donc, on est en cercle, on est tous habillés en blanc, on se tient tous la main, et puis le médium est dans son fauteuil, et puis donc le cercle lui donne de l'énergie et qui va l'aider à l'incorporation. Et là, on voit des objets qui tombent, ce qu'on appelle des apports. La pièce, c'est dans une masure au Mexique, une masure de paysan, le médium c'est un paysan. Tous les murs sont recouverts de drap blanc, personne ne peut rentrer, et les objets tombent, ce qu'on appelle des apports. Mais donc des objets, c'est-à-dire des vrais objets ou des... Il peut y avoir des dragées, des petits briquets, des objets, tu ne sais pas d'où ça vient. Ce sont des matérialisations. Et d'un seul coup, c'est au moment de Pâques, on voit un homme, donc la pièce, elle n'est pas très grande, elle doit faire, je ne sais pas, 25 mètres carrés. Mm. Tu vois, elle est grande comme mon bureau, 30 mètres carrés, pas plus. Et on voit un homme qui porte une croix. Est-il cet homme? Il n'y a pas un visage christique. Le médium est toujours dans son fauteuil, il est tout en blanc, et il porte une croix. Et d'un seul coup, on le voit crucifié sur la croix. On est dans cette petite pièce, dont le sol, c'est de la terre meuble, tu vois, de la terre. Et la croix, comment peut-elle tenir? Il y a le poids, il y a la croix en bois, une énorme croix, comme les croix de crucifiés. Mais qui était Mais déjà dans la pièce? non, il Non? n'est pas dans la pièce, ça surgit comme ça. On était très, très, très interpellés. Ah bah oui, mais... Et tu vois cet homme sur sa croix. Est-ce que c'est un homme? C'est une présence. Tu sens que tu sais comme un corps, mais en même temps, c'est quelque chose de très de particulier. différent. Mm. Ouais, et après, il y a Karine qui apparaît. Tu le savais pas, toi, à ce moment-là où tu avais eu des photos peut-être? Ah non, oui, j'avais vu des photos, et j'entends Marivonne qui dit Karine, Karine, Ok. Karine. Mais c'est pas un hologramme. Attendez, dans une masure misérable au Mexique, il y a pas, ils n'ont pas le système, tu sais, de projecteur pour projeter Oui, des oui, choses. oui, non, non, mais oui. Enfin, Et puis, donc, ça s'arrête. Et puis, on voit le maestro, donc le médium, qui se lève et il est incorporé par, je dis le maestro, par un médecin persan du XIIe siècle, qu'on appelle le maestro Amahur, qui était un astronome et médecin persan du XIIe siècle, et qui va se promener, qui va faire le tour du cercle avec des hosties. Et il va présenter une hostie à chaque personne. Moi, je suis juive, l'hostie, je ne voulais pas. Tu vois, donc intérieurement, je dis, mais je ne peux pas accepter l'hostie, ça. Donc, télépathiquement, il ne m'a pas présenté l'hostie. ah. Mon compagnon, juif aussi, lui s'en foutait. Il lui a mis l'hostie sur la bouche. Et mon copain Jean-Gabriel Foucault, qui était catholique, mais complètement anti-curé et tout, dans sa tête, il s'est dit, non, on ne m'a pas d'hostie. Et il n'a pas reçu d'hostie. Ah, c'est marrant. Alors, c'est bon, lisez Karine après la vie, vous trouvez en poche. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont essayé, donc des scientifiques, des chercheurs en France, ont invité le médium à venir en France pour reproduire l'expérience ou les expériences pratiquées au Mexique. Mais ces expériences-là, elles ne sont pas reproductibles. Une expérience scientifique, tu en vérifies la validité par la reproduction de l'expérience. Alors que là, on n'est pas on est dans quelque chose d'autre. Et si le médium sent qu'il y a de l'hostilité dans la pièce, il ne peut pas complètement s'abandonner. Ouais, 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 bien sûr. Parce que ça demande beaucoup de force, tu vois. Mm. Ouais, Donc, complètement. à Paris, l'expérience, ça a été très, très, très galvaudé, c'était très critiqué. Le médium a été violenté aussi, ça a été très, très brutal.
Ouais, et puis bon, on vient pas aussi on n'est pas, c'est pas un pays qui croit à tout ça de base, donc Non, ça c'est doit pas être ce qu'il difficile. fait, donc, il y a une vingtaine d'années. Ouais, ouais, encore moins. Ouais, Avant, on parlait pas de TCI. Maintenant, la transcommunication instrumentale, on en parle, ça se vulgarise. Maintenant, il y a une vulgarisation de l'ésotérisme et du spirituel. Il y a 30 il y a 20 ans, 25 ans, c'était ouais. le livre de Karine Après la vie. C'est un livre qui s'est vendu Mais ça me dit quelque chose. 18. Effectivement, il doit être connu ce livre parce que ça me dit quelque chose. Donc, Je te conseille de lire, tu vas être passionné. ouais. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que donc Yvon et Marie Van Rey, Yvon, maintenant, c'est un monsieur qui a 85 ans. Puis, on les avait perdus de vue, je les avais perdus de vue. Et il y a 2 mois, je regardais la télévision avec mon conjoint. Je regarde jamais la télé, mais bon, ce soir-là, j'avais envie, je sais pas, je zappais sur la télévision. Je zappais. Et je tombe sur des enquêtes de Stéphane Alix, de l'INRES. Tu connais l'INRES, Hmm. Stéphane Alix, hein. J'ai fait partie de l'équipe, de la première équipe à l'INRES. Et donc, Stéphane Alix, je connais très bien. Et je tombe sur une série, enfin un film qu'il avait fait sur la TCI, la transcommunication instrumentale, donc la communication avec les défunts, à travers, tu sais, à travers les images qui apparaissent sur l'écran de télévision, ou bien tu fais couler de l'eau, ou tu chiffonnes du papier, il faut qu'il y ait du bruit, et puis tu ouvres un magnétophone, et puis il y a des bruits qui vont venir se mettre sur le magnétophone, qui vont venir enregistrer des bruits qui viennent de l'au-delà. Donc je regarde ça et je me dis, ah, la TCI, c'est drôle, ce film de Stéphane qui a une quinzaine d'années. Et donc on parlait de la TCI, et j'avais connu la TCI par le livre Karine Après la vie. La nuit, j'ai une insomnie, Évidemment. donc j'ouvre mes mails et je trouve un mail d'Yvon Drey, donc l'auteur de Karine Après la vie. Et c'est à travers ce livre que j'avais été mis en relation avec la communication, avec le monde des défunts, etc. Et donc, avec Yvon, on a renoué contact. C'est un monsieur tout à fait pétillant. Et si ça t'intéresse de l'interviewer, il adore parler de tout ça. Il en parlera très bien. Oh oui, ça m'intéresserait, ça, carrément. Ah, c'est génial. Tu vois, donc, moi, je pense que j'avais un copain anglais, un vieux monsieur qui disait Magic starts when logic stops. Tu vois, Hmm. la magie commence quand la logique s'arrête. Et c'est vrai. Ouais, Et parfois, on est tellement, moi y compris, hein, quand on vit quelque chose de difficile, on est tellement dans la difficulté de ce que l'on vit qu'on n'arrive plus à accorder de l'importance à la magie parce qu'on est encapsulé dans notre difficulté. complètement. Ouais, ouais. Ouais, et puis c'est comme aussi développer ses dons intuitifs, etc. C'est aussi savoir lâcher un peu le mental, et ça c'est très difficile hein, dans notre société. Moi je sais qu'il m'a fallu du temps, et encore quand je suis stressée ou que j'ai des petits challenges, le mental il revient à fond la caisse. Et puis, on sait qu'on doit se désidentifier de nos croyances et ne pas laisser les oiseaux noirs envahir notre C'est ça. psyché. Ouais, Ça, c'est facile à dire, hein, mais quand tu es dans le creux d'expérience, parfois c'est très difficile à mettre en pratique. tout à fait. Et ça, il faut pas se leurrer, hein, parce que quand tu lis, bon, moi je lis beaucoup, et parfois quand c'est un peu compliqué, je me dis, tiens, je vais lire des phrases écartelées, ou bien des phrases de grands maîtres, mais bon, quand tu es dans le cœur du truc, parfois c'est compliqué, hein. Ah oui, oui, oui. Mais des fois c'est pas lire le bouquin en quelques semaines, c'est plutôt prendre des petits passages de temps en temps pour Il y se a- faire guider. et je crois que notre destin d'être humain, à part les grands éveillés, il n'y en a pas beaucoup, mais notre destin d'être humain, c'est d'être aussi la proie de tout ça. Enfin, je veux dire, Et puis c'est de rester humain, exactement, d'être parce que humain. ne pas oublier cette humanité et les besoins que l'on a en tant qu'humain avec notre corps et notre mental d'humain, quoi. Mais absolument, tout à fait. Je trouve que c'est un peu ça aussi, c'est des fois, on va un peu trop loin parce qu'on est perdu, tu sais, et ouais. Non, je trouve que, bah, voilà, on est aussi sur Terre, c'est pour en profiter, c'est ces deux choses, mais en même temps, la spiritualité, elle est importante pour être aligné, pour se connaître plus, pour être authentique et connecté avec notre environnement externe. Mais ouais, Totalement. Pour moi, c'est la spiritualité, c'est d'établir des ponts, des passerelles avec notre humanité. D'ailleurs, Théard de Chardin disait que nous sommes des êtres spirituels qui venons faire l'expérience de notre humanité. ah oui, ouais, Tu having vois. a human experience, ouais, ouais.
Voilà, tu vois, c'est important de ne pas oublier les deux. Et Ouais. un jour, on m'interviewait et je disais, ben, moi, je suis une bonne vivante, hein, j'aime l'amour, j'aime un verre de champagne. Je suis comme toi, c'est ce que je dis aussi. En plus, je suis champenoise, alors moi, je dis champagne aussi. Voilà, j'adore. Et puis quand je prends 1 kilo ou 2, ben, j'ai envie de le perdre, hein, et non, je suis coquette aussi, tu vois. Mais exactement, il faut pas. Je Enfin, suis je pense que c'est petite. important. Attends. Moi, Et j'ai je pas envie d'aller vivre sur en fin fond de la montagne avec mon âne. Non, c'est pas mon truc. J'aime bien la ville et ça ne m'empêche pas d'être ancrée dans mon environnement. Tu vois, je pense que ouais, c'est. Alors, on est tous différents, mais l'important c'est de se respecter et de pas se forcer pour avoir un chemin spirituel, pour aller plus loin, à se faire des sacrifices qui ne nous correspondent pas. bon, oui, et puis par exemple, on dit beaucoup de maîtres, enfin d'enseignants, l'ego, abandonnez votre ego. Mais l'ego, c'est le moi. Si tu n'as pas d'ego, tu es complètement invertébré, déstructuré. Et les maîtres qui disent drop your ego, lâchez votre ego, Bah, bon courage déjà. ils ont un ego en or massif, tu vois. Et Beaucoup de c'est gourous, ouais. important de pouvoir garder son pouvoir discriminant. Parce Mm. que sinon, tu te fais abuser. Et puis avoir des doutes aussi. C'est ça, c'est un doux. L'ego, en fait, à partir du moment où il prend pas non plus toute la place, je pense qu'il y a un doux équilibre à avoir. Oui, c'est aussi rester libre, de ne pas se laisser manipuler, avoir aux bonnes paroles. Parce que Mm. maintenant, alors, le pardon, l'amour universel, aimez-vous. C'est de la guimauve tout ça, hein. Mais c'est vrai, Bah, disons que tout le monde n'est pas fait pour. Voilà, on a tous une conscience différente, on n'est pas tous dans le même chemin, donc c'est compliqué. Après, c'est important, je pense, de comprendre certains principes, mais c'est sûr que pour que tout le monde soit dans ce même état vibratoire, bon courage, je pense que ça va être très compliqué. oui, et je crois que tout à l'heure, j'avais un de mes patients qui est un jeune thérapeute. Alors parfois, il a des doutes, alors, mais parfois je doute. Il est ostéopathe, donc il a appris des techniques un petit peu. Mm. Ah, je doute, j'ai peur qu'on critique, etc. Je doute de la validité de la méthode, puis j'ai peur de me tromper, puis de faire du mal aux patients. Mais j'ai dit, mais heureusement, quand on Ouais. commence, quand on commence une pratique, on a peur de se tromper, on a peur de faire des bêtises, et puis même quand on est une psy expérimentée, parfois on se dit, mais merde, j'ai merdouillé avec le patient, tu On vois, est humain, on est humain. évidemment. Ouais. Et euh, on peut pas guérir, on peut pas prendre en charge, on ne guérit pas, c'est le patient qui se guérit. Nous, on est un agent du changement, on est facilitateur, mais Ouais. c'est pas nous qui guérissons, c'est le patient qui se guérit, Ouais. avec notre présence, notre accompagnement. Euh, mais in fine, c'est le patient qui décide, hein. Ouais. Et on n'est pas tout puissant, c'est le patient. Moi, je pense que mon travail de psy, c'est d'aider mon patient à retrouver sa puissance. Ouais. C'est ça, En, complètement. en Lui anglais, ouvrir la voie, peut-être. voilà, c'est re-empower himself. Tu vois, Mm. en français, c'est le réempouvoirment. Enfin, tu vois, c'est d'aider l'autre à retrouver son pouvoir. Ouais, Et c'est pas un pouvoir pour manipuler l'autre, c'est un pouvoir pour se recentrer en lui-même. complètement. C'est déstabiliser, tu vois, c'est ça. Mm. Mm. Martine, j'ai une dernière question qui ne vient pas de moi, mais on m'a demandé de te la poser, je la trouve intéressante. Cette question, c'est la suivante. Lorsque l'on revit une scène, par exemple pendant cette respiration holotropique, qui ne correspond pas à notre vie présente, comment fais-tu la différence entre une personne qui est squattée par une entité et une personne qui revit une scène d'une précédente incarnation? Alors, un patient qui va vivre, alors un patient, quelqu'un qui est habité par, moi je travaille pas avec les dépossessions, quoique dans mon livre il y a une scène, il y a un chapitre qui s'appelle Possession des possessions autour des fantômes familiaux. Mais si c'est une entité diabolique, je ne travaille pas avec ça. Mais si le patient est habité parce qu'il va y avoir de la violence, il va y avoir du délire, il va y avoir une gestuelle démesurée. Mais ça, c'est pas tellement mon truc, tu vois. Donc, je Mais sais est-ce que ça t'est arrivé pendant les séances d'holotropisme, en fait, où la personne est, voilà, tu la sens complètement Ah partie oui, très alors loin? c'est arrivé en séance individuelle. J'avais un jeune garçon qui était un petit peu borderline et que j'avais en thérapie. Et je l'aidais à se relaxer. Voilà, donc c'était des séances de relaxation douce. Il avait une difficulté à élaborer. Il faut vraiment être créatif, hein, dans ce métier parfois. Et puis un jour, il vient me voir, et puis bon, j'étais jeune, et puis je lui plaisais, etc. Donc il avait fait un transfert massif sur moi, et il me dit, vous êtes une démone, vous êtes la femme du diable, etc.
Mais ça, il n'était pas parti ailleurs, il était normal, je veux dire, il te Non, parlait non, il comme était ça? dans un état de relaxation, mais il était un peu borderline. Donc, D'accord, ok. Donc là, voilà. il était relaxé. Il Et était parti dans un autre relaxé, état de il n'était conscience. pas en respiration holotropique, hein, il Non, était non. dans un état. Je l'ai aidé à se détendre parce qu'il était toujours très tendu. Et il commence à me dire que je suis une démon, etc. Et je me suis souvenu d'une scène dont Groff nous avait parlé, où il avait un patient qui avait été possédé, enfin qui était possédé par un délire, et il lui avait dit, mais vous êtes le diable, et il avait fait le signe de la croix, il avait fait une croix. Et moi, j'avais deux feuilles de papier, et j'ai pris, hop, j'ai roulé les deux feuilles de papier, et j'ai fait une croix. Et je lui ai dit, regardez la croix, un démon, ça ne porte pas une croix. Hmm. Et hop, il s'est apaisé, puis la thérapie a duré quelque temps, puis il est parti. Et puis, quelques années plus tard, il m'a téléphoné et il m'a dit, devinez ce que je fais. Il était tailleur de pierre. Il avait suivi une école de compagnonnage. Et il était tailleur de pierre et il sculptait des sculptures médiévales. Hmm. Tu vois, il n'était plus possédé, j'étais plus une démon. Parce qu'en fait, il était possédé quelque part. Il projetait ses démons sur moi. Et moi, j'étais une femme qu'il désirait certainement. Donc, j'étais une démon. Hein. Les femmes ont souvent été assimilées à des démons, à des démons de la tentation. Donc, et une vie antérieure, alors est-ce que ce sont des vies antérieures? Ce qui est important, c'est, si tu veux, c'est que le patient arrive à comprendre comment cette scène de vie antérieure qu'il vit va lui permettre de comprendre ce qui se passe ici et maintenant dans cette vie. D'ailleurs, il y a un film qui est produit par l'INRES qui va sortir bientôt, dans lequel justement je suis interviewée là-dessus. Et ça ne le met pas parce que c'est pas encore officiel. Donc le réalisateur est venu vivre une séance de vie antérieure à partir de la respiration holotropique. Donc c'était filmé. Et donc je lui dis, on ne peut pas infirmer ni confirmer. Enfin, ce qui est important, c'est comment ça fait sens pour le patient. Moi, j'ai vécu des vies antérieures et ça fait sens pour moi. C'est Mais exactement ça. Encore une fois, ne pas ça chercher m'a trop loin. permis de comprendre que j'étais déjà guérisseuse, j'étais guérisseuse dans une vie antérieure. D'ailleurs, quand j'étais petite, je voulais être guérisseuse. Et que j'ai toujours eu horreur de la révolution, de cette période de barbare, de la révolution française. Et quand j'étais petite, je ne pouvais pas aller vers la Bastille ou bien vers la conciergerie, qui était la prison où on avait emprisonné le roi et la reine. Et je trouvais que les révolutionnaires étaient des tortionnaires. Enfin, et en fait, j'ai revécu, et ça, je la vois, je ferme les yeux, je revois la scène. Alors que quand c'est un rêve, tu t'en souviens pas. Hein. Et j'ai été guillotinée parce que j'étais royaliste. Alors que j'avais pas de fric, j'étais royaliste. Attends, les révolutionnaires, c'était des barbares. Enfin, c'était horrible. Et puis j'ai vécu une autre scène où j'étais guérisseuse au Moyen-Âge et j'étais brûlée. Ah bah dis donc, c'est la joie chez toi avec ta réincarnation là. Enfin, tu me diras, oui. Enfin, moi, je vis un peu pas la même chose, mais c'est juste qu'à un moment, je suis partie en méditation. Et ça, Donc... tu ne mets pas, hein, tu ne mets pas, c'est entre nous. Oui, pas de souci, pas de souci. Oui, parce que là, c'est. Non, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que c'est marrant. Hein, moi, c'était plutôt pourquoi j'ai le sentiment d'abandon, et en fait, c'est l'image qui m'est venue, et c'est une image effectivement qui est toujours très claire, hein, qui est un truc qui te. J'étais abandonnée dans une sorte de tranchée, en fait, par mes soldats, enfin, par mes collègues soldats, quoi, et donc j'étais abandonnée comme ça, laissée pour mort. Donc, oui, c'est intéressant de travailler là-dessus. Mais si tu veux, oui, je ne mettrai pas ce passage-là. Mais il y a un livre qui est très intéressant, je crois que c'était de Liane Watson. Attends. Il y a Brian L. Weiss, c'est pas lui dont tu parles? Non, un autre psychiatre américain qui a enquêté sur des enfants indiens, notamment. C'est 18 cas suggérant la réincarnation. Et il a rencontré des enfants qui ont pu, avec moult détails, décrire leur vie antérieure, donner des noms. Et il a mené l'enquête. L'enquête était pratiquement dirigée par les enfants. Et ce que disaient les enfants, c'était vrai par rapport à leur vie passée. Il y avait eu très peu de temps qui s'était écoulé entre la vie passée et la vie actuelle. Et les enfants pouvaient complètement dire ce qui s'était passé. Notamment un enfant qui avait qui était venu au monde avec un doigt qui lui manquait. Et dans une vie passée, il avait eu un doigt arraché. Donc c'était comme un stigmate d'une vie passée. Il y a beaucoup de cas comme ça, hein, pas forcément je parle de blessures ou quoi que ce soit, mais en tout cas de souvenirs.
de prénoms aussi. Il y a des enfants qui disent John, John, John dans ses rêves, qui n'arrivent pas à dire John. Et en fait, par exemple, c'était un pilote d'avion et il était mort. Il s'appelait John, ou John 2, je crois. Je sais plus comment ça s'appelait, mais il y a plein d'histoires comme ça hyper intéressantes où tu vois le lien. Et ce n'est pas que l'imagination des enfants. Martine. Le psychiatre s'appelle Ian, voilà, c'est Ian Stevenson. Ok. Où est-ce qu'on peut trouver si on veut te contacter ou faire un stage holotropique? Comment ça se passe? Tu peux nous donner ton site et tes coordonnées? Mon site, c'est www.psyemergence.com. Sinon, Martine Gerco sur Internet, vous me trouvez, hein, vous googlisez mon nom. Et le prochain séminaire de respiration holotropique, c'est le 10 et le 12 mars. Ensuite, il y a le séminaire de Pentecôte. Toutes les dates sont inscrites sur mon site. Et j'anime un stage d'une journée le samedi 25 mars à Orgeval, à côté de Versailles, qui est une initiation au voyage chamanique qui s'appelle Découverte de l'animal totem. Je suis invitée par une amie médium qui s'appelle Dominique Vallée. D'accord. Des défunts, et qui m'a demandé donc d'animer une journée chamanique. Donc ça, c'est le 25 mars. Et puis, j'ai une page Facebook, hein, c'est Citara, Martine Gerco. J'ai 2 pages, ou Martine Gerco. Et puis, on peut me joindre en m'envoyant des emails. Mais de toute façon, je suis quelqu'un d'officiel, et sur Internet, vous trouvez. Et puis, mon livre, vous le trouvez sur Amazon, ou vous le commandez chez votre libraire. Merci Martine. Merci de m'avoir accueilli. C'était un plaisir de te parler. Je crois qu'on aurait pu continuer encore longtemps. Oui, complètement. Mais là, bon, vu que ça va faire 2 heures, il faut que je coupe quand même.